Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur TikTok, on est ensemble et on va se régaler encore une fois. Aujourd'hui on est mardi, hop, on règle un peu les setups, donc tout va bien. Merci pour être toujours aussi présent, toujours aussi positif. Alors on va régler un petit peu encore le setup ici, voilà. Donc TikTok, on a réglé. Aujourd'hui, on va continuer les enregistrements qu'on a fait hier, puisque vous m'aviez demandé de continuer la vidéo haute valeur. On va continuer aussi le réac sur pourquoi les hommes quittent les femmes. Voilà, on va regarder tout ça. Et ensuite, on va voir évidemment une nouveauté. Voilà, on va tenter une nouveauté. J'ai fait un podcast sur, je spoil un petit peu, sur l'andropause et la ménopause dans la relation de couple. Donc on va écouter le podcast. Voilà, je le couperai évidemment toutes les 15 ou 20 secondes pour commenter. Voilà, ce sera un réac finalement à des podcasts. Donc, on va s'amuser. Hein, oui, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on fait sur ce live? Eh bien, on va parler des crises de couple. Vous êtes en couple depuis longtemps, eh bien, vous avez une crise de couple, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal. Eh bien, aujourd'hui, on sait que malheureusement, il y a des personnes qui ne savent pas gérer cette crise de couple et qui se séparent, des cousins, des amis, etc. Et puis, il y a des milliers de pirates depuis 1999 qui, eux, au contraire, ont appris à passer leur crise de couple et qui sont très heureux ensuite en phase 4. Vous êtes du bon côté de la force, vous avez choisi, vous, de bosser, vous avez choisi de vous former, de vous faire coacher, vous avez choisi de venir dans le groupe des pirates et pour vous faire aider à mettre en place les formations et les coachings. Bref, vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les lives? Eh bien, je réponds à vos questions, je fais des enregistrements, je vous donne de la valeur ajoutée, je fais des réacs, je vous écris des comptes. Bon, bref, on vous donne tous les outils pour vous donner la grinta, pour vous mettre à bosser, à vous former et à apprendre. Alors, il y a des pirates qui me disent, mais capitaine, faut bien insister que sans formation, on peut pas avancer. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui, au départ, c'est comme ça, se disent, non, mais moi, juste en écoutant le capitaine, c'est vachement bien, ça suffit, je récupère mon conjoint. Et là, je sors d'un coaching où la piratesse m'a dit, capitaine, insistez là-dessus, hein, va falloir que vous régulez vos messages finalement, pour dire que sans les formations et les coachings, on n'y arrive pas parce que le contenu, il est là-dedans. Alors, à ce propos, et avant de faire des enregistrements, j'avais promis de faire un coup de pub à Sébastien. Alors Sébastien, je ne sais pas si je peux dire son nom, on va dire Sébastien. Il vous a mis un message dans un comment on appelle ça, dans un message sur Facebook, et il a écrit un livre qu'il voulait vous offrir, qui s'appelle Le retour du capitaine. Donc oui, dans le titre, il y a aussi son nom, donc normalement on devrait le faire. Donc il a été un peu déçu parce qu'il voulait offrir ce livre qu'il a écrit pour les pirates et il n'a pas eu de demande. Il a eu un seul commentaire, c'est celui du capitaine. Donc il m'a dit, capitaine, vous qui avez de l'influence, non, vous me prêtez trop de qualité, Sébastien, est-ce que vous pouvez faire de la pub pour mon livre, étant donné qu'il est gratuit. Voilà, c'est 150 pages gratuit, un PDF. Donc allez sur le groupe Facebook des pirates et je crois qu'il avait mis le message dimanche, quelque chose comme ça. Il vous a mis la possibilité de télécharger gratuitement comment on appelle ça, le PDF. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le partage d'un roman, hein, c'est un roman. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me permets de partager ce texte que j'ai écrit et qui vient tout juste d'être finalisé. Voilà. Alors c'est pas 150 pages, c'est 350 pages. Autant pour moi, j'ai pas vu. Ce roman, il parle surtout de la vie réelle, de ce alors je suis en train de lire, mais je penche la tête parce que c'est marqué sur un téléphone qui est penché, qui est une caméra aussi. Il parle surtout de la vie réelle, de ce qu'un couple traverse quand l'amour, la fidélité et la liberté l'heurtent de plein fouet. Le retour du capitaine rencontre la tentative d'un homme de tenir debout entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir, entre la loyauté et la vérité de ce qu'il ressent. Ce n'est pas un livre sur la rupture, mais sur la recherche d'un sens quand tout vacille. Comment continuer à aimer
sans se perdre, comment ne pas fuir, comment rester humain au cœur du chaos. Voilà, donc si vous avez envie de lire le roman de Sébastien, il vous l'offre, hein, et c'est le cadeau des pirates, donc il suffit d'aller sur le groupe Facebook et vous aurez le bouquin de 350 pages qui vous est offert. Sébastien, alors hier demain déjà vous félicite, merci Sébastien pour ton initiative, c'est un gros boulot effectivement. Voilà, Sabrina dit c'est super gentil, je n'avais pas vu son post. Donc peut-être que je sais pas si vous écoutez ce live, Sébastien, vous pouvez remettre un post Facebook exceptionnellement. On vous autorisera, je demanderai à Alix et Patricia de laisser passer le message, même si c'est la deuxième fois, puisqu'il y a peut-être des personnes qui ne vont pas tous les jours sur le groupe Facebook, qui ne lisent pas tout et qui ne peuvent pas bénéficier de ce beau cadeau de Sébastien, hein, toujours de la générosité. Alors, qu'est-ce que vous m'avez noté sur le chat pour commencer? Tuc. Bonjour les amis d'hier demain, les pirates, bonjour le capitaine, je suis serein en ce moment. Ben oui, le travail paye, avec quelques vagues, badinage, humour, voire sexualisation, ça roule bien, on continue comme ça, bravo. Hier demain dit en plus de mes activités, je m'intéresse dernièrement à la méditation ainsi qu'au principe de la philosophie stoïcienne. Alors vous avez une formation exactement sur la philosophie stoïcienne. La méditation, vous y enfin c'est pas que vous y arriverez pas, mais c'est pas fait quand on est en grosse souffrance, qu'on a une crise de couple, etc. C'est fait quand on est un peu pas très bien, pour réguler, quand on a envie de souffler un petit peu, mais quand on a des grosses galères comme une crise de couple, méditer c'est pratiquement impossible parce qu'on a le cerveau qui va immédiatement, dès que le principe de la méditation c'est de penser à rien, mais dès qu'on pensera à rien, il va vous faire repenser au problème le plus grave que vous traversez, c'est-à-dire la crise de couple. Donc vous allez y répondre immédiatement. Voilà. Qu'est-ce que je hop, on y va. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave, j'ai des trucs qui apparaissent sur TikTok bizarres. Bon, c'est pas grave. Oui, donc méditer, c'est très dur quand on est en crise. Voilà, ou quand son conjoint est en crise, évidemment, c'est pareil. C'est pour ça que je vous ai créé ces fichiers de neurohypnose que vous avez de la formation sur le stoïcisme appliqué à la relation de couple. La formation n'est pas sur le stoïcisme, mais sur le stoïcisme appliqué à la formation de couple. Et évidemment, la neurohypnose, c'est automatique. Hein, c'est-à-dire que vous allez tranquillou, vous laisser aller, et c'est mécanique parce que c'est des ondes cérébrales que je vois, c'est des fréquences dans chacune des oreilles qui sont différentes, donc comme vous avez deux fréquences dans chaque oreille différente, c'est pour ça qu'il faut mettre un casque, ça va caler votre cerveau sur la différence entre les deux ondes. Il y a ma voix qui est subliminale, donc il n'y a pas le conscient qui va se mettre en travers en disant oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... Et vous avez, oui, moi ça me rappelle d'eux. Et vous avez une musique, effectivement, bon, comme de la méditation, et vous avez aussi dans les dernières formations, ce que j'appelle des tapotements au MDR qui vont vous permettre d'oublier un petit peu vos blessures. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir, vous aussi, à vous calmer. Mais effectivement, la méditation, moi, je suis un pro-méditation, mais force est de constater que quand les temps sont trop durs, ça fonctionne pas, surtout si vous commencez. Alors si vous êtes un méditant depuis des années, pourquoi pas, ce serait difficile, mais pourquoi pas. Mais si vous ne commencez pas pendant cette période-là, si vous avez envie de commencer les états modifiés de conscience, commencez plutôt par la neurohypnose. Vous avez un fichier offert dans chacune des formations, et ce fichier, il est différent sur chacune des formations. Un petit coup de café, on continue. Question au capitaine de hier demain, que pensez-vous de la notion de miroir dans un couple, à savoir que la conjointe ne se reconnaît plus dans le miroir que nous renvoyons d'elle-même? Oui, alors je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement, mais je vais essayer de décrypter votre question. Oui, souvent on a un effet projection plus miroir, hein, que l'on a pendant la crise. Donc votre conjoint va projeter sur vous ce qu'il n'aime pas en lui. C'est un effet projection. Et alors on n'a pas un effet miroir, mais les neurones miroirs, c'est un peu plus compliqué que ça. Les neurones miroirs, c'est des neurosciences, c'est une partie du cerveau qui permet de détecter
les intentions, les faits, les gestes de votre conjoint, même si vous paraissez tranquille de l'extérieur, pardon, on sait que dans l'intérieur ça va pas. Et vous savez que pourquoi les neurones miroirs interviennent aussi fortement, c'est parce que il n'y a pas que les humains qui ont des neurones miroirs, mais certains animaux, les chiens, les chats, les dauphins, les chevaux et les singes. Et donc, c'est pas quelque chose de psychologique, c'est pas, voilà, c'est dans le dur. Après, l'effet miroir de la PNL, etc. Je laisse aux personnes penser ce qu'elles veulent, évidemment. Donc, les neurones miroirs, c'est pas le miroir, hein, et la projection, c'est un effet projection qu'on a bien aujourd'hui évalué en psychologie cognitive. Je trouve que c'est une notion intéressante pour améliorer et faire revivre le couple et donc de belles pistes de travail pour nous les pirates. Mais écoutez, vous nous ferez un article là-dessus et on le commentera. Hein, je vous envoie tous mes encouragements et ma grata. Hier demain, écrivez-moi un article plus précis parce que là c'est une question un peu, voilà, je peux pas y répondre, voilà, mais je vous ai donné une réponse quand même. Résiste. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est bon. Bon. Merci en tout cas hier demain, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bonjour les formidables pirates et à notre généreux capitaine qui nous apprend ce qu'il connaît, force et courage à tous. Oui, c'est mon métier. Ben, j'ai décidé de faire de mon métier ou de ma mission mon métier et depuis 1999. Oui, je gagne ma vie en vous faisant des formations et des coachings. Et pour que vous puissiez appliquer vos formations de coaching, je vous fais des lives, j'ai mis en place cette communauté, je vous fais des textes toute la journée, des vidéos courtes pour vous donner la grinta, pour mettre en place là où il y a les vraies informations dans les coachings et dans les formations, bien sûr. Il y a plein de choses que je dis dans les coachings. Il faut dire, vous avez jamais dit en live ça, et c'est fait pour. C'est fait pour. Merci David, en tout cas vous êtes un mec bien. Salut hier demain, je viens de lire et je suis super content de tes avancées, c'est génial. Ben oui, il bosse. Hein, on l'aime beaucoup hier demain. Notre ami Guillaume qui dit hello tous les pirates au capitaine, merci pour les conseils et la motivation, ben, on est là pour ça, et les autres pirates de niveau 4 également. La méditation c'est super, apprendre à respirer aussi, les principes stoïciens sont très bien, je m'inspire beaucoup de Marc Aurèle aussi, et oui évidemment, Marc Aurèle ne parlait pas de silence radio, Marc Aurèle ne parlait pas de lettres magiques, Marc Aurèle ne parlait pas de fuis-moi je te suis, de manipulation, donc vous pouvez faire confiance à Marc Aurèle. Si vous aimez le stoïcisme, faites la formation sur le stoïcisme appliqué à la crise de couple, hein, vous allez avoir la langue qui va tomber, boum. Aujourd'hui, grande victoire, nous dit Guillaume, ben, je suis fier de vous. Dans la tempête, cette criseuse est toujours à fond dans son délire, et oui, elle a non seulement remarqué que j'ai changé, mais elle est jalouse du regard des autres sur moi, et oui, ça veut dire que quand il y a de la jalousie, il y a des sentiments, hein. On ne peut pas être jaloux du voisin si on n'a pas de sentiment. Donc s'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a du sentiment, mais ça on n'en a jamais douté. Les personnes en crise ont toujours du sentiment évidemment, mais ils ne le ressentent pas pour l'instant puisque c'est dans l'inconscient. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dit hier demain. Non, tant qu'on n'est pas... Moi, je préfère la fable du lièvre et de la tortue. Hein, même quand vous serez en phase 4, ben, vous aurez toujours du boulot à faire. Guillaume dit « Je respire dans la mare », c'est génial. Allez, Résilient, il nous envoie un message niveau 4. Allons nos forces, nos courages et notre authenticité. Nous partageons ça ensemble et tout ira bien. Force à vous tous. Bon, voilà. Alors... On va faire un premier enregistrement parce que vous mettez beaucoup de messages. Bonjour Bilbo, je vais quand même dire un petit bonjour. Bonjour les pirates, dit Tayouk, de cette maison, et surtout bonjour à notre vaillant capitaine. Et oui, je suis là tous les jours de l'année, heureux d'être au rendez-vous aujourd'hui et grinta à tous. Alors pour bien vous cacher, j'étais à 5 h du matin aux urgences aujourd'hui. Alors, pas pour moi, mais pour amener mon fils. Voilà, donc j'ai créé à un moment donné de ne pas pouvoir faire le live de 12h30, mais c'est pour ça que je vous ai mis un peu plus tard que d'habitude le rendez-vous. Je voulais être sûr d'être sorti des urgences parce que quand on y va, on ne sait jamais quand on sort. Voilà, donc c'était à 5 h du matin, c'était un réveil un peu compliqué, mais voilà, on est vaillant, on est là quand même. C'est pas parce que on a parfois des galères qu'on ne doit pas continuer à vous aider. Sabrina a dit bonjour aussi. Bon allez, je vais vous dire bonjour. Alors Axel, tiens, on va s'arrêter à Axel. Et après, je vais faire l'enregistrement, je vais m'amuser à faire l'enregistrement podcast, voir ce que ça donne, je suis impatient. Bonjour à tous, je viens de voir la vidéo sur la prophétie autopositive
Est-il possible d'en parler plus profondément, à savoir comment la mettre en place quand c'est hyper fermé en face? Faites la formation, comment rompre le silence radio. Axel, vous aurez toutes les informations, bien sûr, que on peut en parler aussi. Alors si vous voulez en parler plus en détail, ce sera dans le coaching. Sinon, vous avez la formation qui va vous aider, qui s'appelle comment faire sortir son conjoint quand il est bloqué. Dites-nous, Axel, toutes les formations que vous avez fait, comme ça je vais voir s'il y en a pour vous guider encore mieux, parce que là, comme vous prenez souvent des pseudos, je ne sais pas quelles sont les formations que vous avez déjà fait. Allez, on tente le podcast. Hop, on va voir. Donc comme d'habitude, je dis bonjour, au revoir. Bonjour au début de l'enregistrement, au revoir ensuite. Et on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je lance l'enregistrement. Bonjour, mes pirates adorés. De la grinta! Je veux de la grinta. Alors, on va aujourd'hui faire une nouvelle forme de vidéo. Vous savez que je fais ce métier depuis 1999 et que vous adorez, que je vous propose des nouveautés. Et moi aussi, j'ai besoin de nouveautés parce que c'est ce métier que je fais depuis 1999. Vous créez des formations et des coachings pour que vous restiez ensemble après la crise de couple. Eh bien, moi aussi, ça me demande du renouvellement pour toujours être dans la grinta et toujours avoir cette force. Vous êtes capitaine comme vous faites pour avoir toujours cette force depuis 1999. Bien, voilà, par la nouveauté. Alors aujourd'hui, on va tenter quelque chose. Je vous ai fait faire un podcast sur la ménopause et l'andropause. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser dérouler le podcast un petit peu, on va l'écouter ensemble, et toutes les 10, 15, 20 secondes, 30 secondes, je le couperai et je vous ferai un réac, un commentaire. Voilà, c'est une autre façon d'apprendre. Ben, écoutez, hein. Vous apprenez par les coachings et les formations, et puis vous pouvez avoir aussi de temps en temps des moments de divertissement comme ça, avec une façon différente d'apprendre. Aujourd'hui, on va voir comment la ménopause et l'andropause peuvent embêter le couple. Allez, on est parti, go! Si ça marche. Bienvenue dans notre exploration du jour. On s'attaque à une question assez sensible, je crois, vécue par de nombreux couples. Oui. Pourquoi la ménopause et l'andropause, ces étapes naturelles de la vie, sèment-elles parfois la zizanie, au point même de provoquer de véritables crises conjugales? C'est une zone de turbulence que beaucoup traversent, et souvent en silence. En effet. Alors, c'est vrai que, aujourd'hui on en parle quand même grâce à l'IA, etc., mais ça a été un peu tabou. Alors, pas la ménopause et l'andropause, c'est pas tabou, mais que la ménopause et l'andropause entraînent des crises de couple. Parfois, alors pas forcément des pansements très forts, mais peut-être des adultères, peut-être des crises existentielles. Donc on ne dit pas assez que l'andropause, la ménopause entraînent des crises de couple et peuvent entraîner aussi des crises existentielles. Et c'est un sujet complexe qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Pour essayer d'y voir plus clair, on va croiser les regards de différentes sources. D'accord. On a des études scientifiques, bien sûr, sur la biologie, la psychologie de ces transitions, des articles de fond aussi, et puis des témoignages, des avis d'experts en thérapie de couple, en médecine sexuelle. Oui. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages, évidemment, hein, de personnes autour de vous qui peut-être ont fait de la ménopause, de l'andropause, mais c'est le lien qui est intéressant avec cette crise de couple. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de démêler un peu les fils qui relient les changements individuels aux tensions dans la relation. D'accord. Notre mission, si on peut dire, elle est double alors. Comprendre ce qui se joue chez chaque partenaire, les bouleversements hormonaux, psychologiques, mais surtout comprendre comment ça interagit entre eux. Tout à fait. On va regarder côté femme avec la ménopause et côté homme avec ce qu'on appelle l'andropause ou parfois le syndrome du mal irritable. C'est ça. Ce que nos sources semblent déjà indiquer, c'est que si les hormones peuvent être, disons, l'étincelle, Oui. c'est souvent la communication ou son absence et l'adaptabilité du couple qui vont déterminer l'ampleur de l'incendie, si on veut. Effectivement. Commençons par le commencement, les hormones. D'accord. D'un côté, la ménopause chez la femme, c'est surtout la chute des oestrogènes. Oui. De l'autre, Alors, notez bien le syndrome du mal irritable. Le syndrome du mal irritable, c'est quelque chose que j'avais jamais encore parlé ici dans les vidéos. Et j'en parle souvent dans les coachings, mais pas dans les vidéos. Donc, j'avais envie de vous en parler puisque on a évidemment énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube notamment. Il y a plus de 8000 vidéos, mais je mets un point d'honneur à vous parler dans chacune des formations des trucs dont je vous ai jamais encore parlé.
outre, chez l'homme, l'andropause ou ce fameux SMI, c'est principalement une baisse de testostérone. C'est ça. Et ces changements, il faut bien comprendre, ce ne sont pas juste des chiffres sur une analyse de sang, hein. Non, bien sûr. Ils ont un impact vraiment réel sur le cerveau, sur la cognition et puis surtout sur l'humeur. C'est un point de départ essentiel. Voilà, donc si vous, c'est le point de départ, il est là, c'est que les hormones qui sont changeantes chez une personne en andropause ou ménopause vont entraîner des changements de fonctionnement cérébraux. C'est pour ça que souvent certaines personnes tombent en crise existentielle et donc certainement aussi en crise de couple et donc des crises de l'humeur, hein, où vous me dites souvent coaching, je comprends pas, ça allait très bien et le soir ma femme ou mon mari arrive en me faisant la gueule et qu'est-ce que j'ai fait? Pas forcément, vous n'avez peut-être pas fait grand chose, hein. Vous avez juste fait peut-être le fait d'être là et d'avoir commis un petit interdit en demandant comment tu vas ou comment s'est passée ta journée. Ces fluctuations hormonales, elles déclenchent toute une cascade de symptômes individuels. Prenez l'irritabilité par exemple. Oui. Ça peut concerner jusqu'à 70% des femmes en périménopause, c'est énorme. L'irritabilité, hein, c'est ce qu'on me dit souvent en coaching, mon conjoint est irritable, quoi que je lui dise, ça ne va jamais, un peu comme un ado en crise, hein. Toutes les personnes en crise existentielle sont irritables et c'est pour ça que l'andropause ou la ménopause peut entraîner une personne à rentrer évidemment dans son problème de ménopause et de crise de couple. Ah oui, quand même. Imaginez un peu l'impact potentiel si cette irritabilité, elle n'est pas comprise comme un symptôme, mais qu'elle est perçue par le partenaire comme une agressivité dirigée contre lui. Ouais, ça peut vite déraper. Exactement. On observe aussi une augmentation de l'anxiété, des humeurs dépressives. Certaines études. Donc, on voit que l'andropause et la ménopause au départ entraînent un mal-être, que le conjoint qui ne comprend pas met un peu de pression et du coup la personne qui est en crise pense que le problème vient du partenaire alors que peut-être ça vient soit d'une crise existentielle, soit de cette fameuse ménopause andropause et le syndrome du mâle irritable. L'étude parle de jusqu'à une femme sur 5 touchées, voire 15% des femmes en péri ou post-ménopause. Et ce n'est pas uniquement féminin. Oui, ça veut dire qu'il y a 15 à 20%, donc une personne sur 5 ou sur 6 actuellement, qui est en ménopause ou préménopause. Hein, donc ça veut dire qu'on a une partie de la population très importante qui est dans cette situation-là, d'où toutes les tensions qu'il peut y avoir parfois. Donc c'est vrai, toute une classe d'âge peut-être comment dirais-je, en ménopause, préménopause, comme toute une classe d'âge peut-être de façon plus ou moins marquée en crise d'adolescence. Si je comprends bien. Le syndrome du mal irritable, il porte bien son nom, j'imagine. Ah, tout à fait. Le SMI, même s'il est moins médiatisé, c'est vrai, peut engendrer des symptômes assez similaires chez les hommes. Une irritabilité accrue, oui, de l'anxiété, une certaine tristesse parfois, une baisse de motivation. D'accord. Et là encore, ces changements d'humeur, ils peuvent être complètement déroutants pour la partenaire s'ils ne sont pas identifiés, s'ils ne sont pas discutés. Oui. Et puis... Alors ce que j'ai remarqué souvent en vous accompagnant depuis 1999, c'est que l'on a d'abord souvent une crise existentielle qui démarre. Je sens que je vais mourir, je me sens pas bien, donc je retourne en arrière, je vais voir le petit chou de 20 ans de moins, j'achète la voiture de sport, etc. quand je suis un homme, ou quand je suis une femme, je flippe, donc je vais me faire de la chirurgie esthétique, des tatouages ou des choses comme ça, et puis arrive la vraie ménopause, ça c'est pendant la préménopause, et donc ensuite vous avez ce phénomène où votre conjoint s'est fini par s'effondrer, par manque d'œstrogène ou par manque de testostérone. Donc effectivement, j'ai souvent en coaching des piratesses qui me disent « Mon mari a pris un petit chou de moins de 15 ans et il prend du Viagra ». Voilà, donc j'ai retrouvé du Viagra dans son portefeuille. Donc vous voyez qu'il y a l'ambiguïté, baisse de testostérone et envie de rester jeune. Il faut ajouter à ça les troubles du sommeil, qui sont très fréquents chez les femmes. On parle de 40 à 50%. C'est énorme aussi. La fatigue qui en découle, bien sûr, et les difficultés cognitives. Ce fameux brouillard cérébral. Oui. Le fameux brouillard cérébral dont vous me parlez aussi beaucoup en coaching. J'ai l'impression que mon conjoint est dans le brouillard, qui ne comprend rien, il oublie tout. Ben oui, mais ça c'est aussi une des conséquences
de l'andropause ou de la ménopause, c'est un vrai brouillard, puisqu'il y a une reconfiguration du cerveau et il y a des moments où ça match et il y a des moments où ça ne matche pas. Voilà, donc ça explose. Et on en entend beaucoup parler. Les pertes de mémoire, les problèmes de concentration, tout ça, ça peut vraiment miner la confiance en soi et l'énergie au quotidien. Sans oublier les symptômes physiques, peut-être plus visibles ou directement liés à l'intimité. Oui, bien sûr. Les bouffées de chaleur qui touchent une très grande majorité de femmes, 80% je crois. Oui, c'est ça. 80% les bouffées de chaleur, mais bon, c'est le moins, je dirais que c'est très agréable pour une femme, mais pour la cohésion du couple, c'est moins grave, hein, c'est plus l'irritabilité, les changements de comportement et la peur de mourir. Alors pour ceux qui sont en live, je fais une petite pause parce que j'ai très soif dans l'enregistrement. Est-ce que vous entendez bien comment dirais-je? Est-ce que vous entendez bien le son du podcast, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire pendant que je bois? Hop. Tac. Et mettez-moi des commentaires sur la ménopause si vous voulez. On entend très bien, oui très bien, dit Victor. Coucou Victor, j'espère que vous allez bien. Oui, ce vocal ce matin, vous le méritez, vous êtes un mec bien. Et donc c'est normal que vous ayez votre vocal du matin pendant votre coaching en plus. Pendant votre coaching par écrit, vous y avez droit tous les jours. Nickel le son, on continue. Allez, on est parti. Je continue l'enregistrement du coup aussi. La sécheresse vaginale qui peut entraîner des douleurs pendant les rapports, les dysparénies pour à peu près 40. Oui, alors souvent, votre épouse ne vous le dit pas quand elle est en ménopause et que vous avez eu votre crise de couple, mais comme une baisse d'œstrogène, de testostérone, vous avez des difficultés d'avoir une libido après la crise de couple. C'était ce matin, encore un homme qui ça allait bien dans son couple, ils sont en phase 4, sauf au niveau de la sexualité, mais quand on a une femme qui a de la ménopause et une crise existentielle, certes, mais aussi la ménopause, avec des sécheresses vaginales et baisse de la libido, eh bien ça fait très mal à une personne, mais on s'entend bien, je comprends pas, c'est fini avec pansement et on n'a pas de rapport sexuel, ben, ça vient aussi de ceci. 40%, ou les troubles érectiles chez les hommes. Exactement. Tout ça, ça affecte le bien-être, l'image de soi, c'est pas rien. Précisément. Et toutes ces difficultés individuelles, qu'elles soient émotionnelles, cognitives ou physiques, elles ne restent pas confinées à la sphère personnelle. Non, évidemment. Elles débordent inévitablement sur la relation. L'irritabilité, on l'a dit, ça peut générer des disputes qui semblent surgir de nulle part. Nous y voilà. Donc le lien maintenant entre la ménopause et l'andropause et les disputes, c'est que quand on est irritable et qu'on n'est pas prêt, quand le conjoint n'est pas prêt et se dit mais pourquoi elle me dit ça, c'est injuste, etc. C'est juste l'irritabilité. Le simple bonjour peut entraîner un pouf. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais le capitaine a raison, finalement, il faut surtout pas envoyer de texto, de WhatsApp. Eh ben oui, puisque on est là-dedans, dans l'irritabilité. Je suis pas bien, je reçois un texto sympa, coucou, comment ça va, mais que ça peut lui foutre, vraiment, j'ai pas que ça à faire, j'ai du boulot, voilà. Et donc, c'est le syndrome de l'irritabilité peut faire beaucoup de mal. Une de nos sources les qualifie de conflits inutiles. Mmh. Et d'ailleurs, une étude rapporte que la majorité des femmes ressentent un impact négatif de ces changements sur leur vie de couple. Le lien. Alors, je vais quand même rajouter un petit truc, c'est que quand on est très mal et que l'on se dispute, après la dispute, on a une sécrétion d'endorphine. C'est-à-dire, comme on a été très mal, comme quelqu'un qui va courir, finalement, qui n'est pas habitué à courir, il va avoir du mal à trouver ce qu'on appelait à l'époque le second souffle. C'est la production d'endorphine. Donc, il y a des personnes qui vont aller chercher du drama. Vos conjoints vont chercher le drama parce qu'ils sont en souffrance, parce qu'après le drama, ils ont de l'endorphine qui les calme. C'est pour ça qu'on va chercher. Alors, c'est bizarre, mais ils ont remarqué qu'après une dispute, ça va mieux. Donc après avoir vidé son sac, oui j'ai dit à mon conjoint, ça va mieux. Ben c'est juste de l'endorphine, mais ça crée beaucoup plus de tension par la suite évidemment. Donc c'est pour ça, vous me le demandez souvent en coaching, pourquoi capitaine mon conjoint crée du drama alors que moi j'essaie de calmer les choses. C'est parce que souvent, comme il n'a pas assez de dopamine, il va compenser par ses endorphines. Bien, et il est direct. Et ce lien, d'après ce que vous disiez, il est souvent aggravé par un manque de communication. Ah oui, un manque criant même. Il y a une étude qui est particulièrement parlante là-dessus. Ah oui.
Elle révèle que plus d'un quart des femmes ménopausées interrogées n'avaient jamais abordé le sujet de leur inconfort vaginal avec leur partenaire. Plus d'un quart? C'est fou. Et pourquoi? La gêne? Oui, principalement la gêne. Parfois aussi le sentiment que c'est une fatalité, que c'est une étape. Une femme n'aime pas vieillir devant son mari, donc on préfère créer un drama que dire que on est en période de ménopause et que finalement on va perdre sa vie de jeune femme et qu'on va devenir une femme mature. Tout ça est très proche de la crise existentielle, évidemment, vous l'avez compris. Étape normale et qu'il n'y a rien à dire, rien à faire. C'est quand même frappant ce silence. Surtout quand on lit dans la même étude que 82% des hommes se déclaraient, eux, tout à fait ouverts à discuter ces changements sexuels. Oui. Et oui, mais c'est pas facile pour une femme de dire ce genre de choses, comme pour un homme qui a des problèmes de testostérone, donc d'érection. C'est pas facile d'en parler non plus. Donc il vaut mieux mettre, comme je l'avais dans un coaching hier soir, où ma cliente avait trouvé des comprimés de Viagra dans le portefeuille de son conjoint. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma cliente? Tiens, on va en parler. De toute façon, il n'y a pas de nom, je vais dire que ça. Eh bien, comme elle savait qu'il allait voir pansement, eh ben, elle a piqué les Viagra. Sans le dire à son conjoint, évidemment. Donc, voilà. C'était rigolo. Hein. Donc, les problèmes érectiles de testostérone, ça a dû un peu casser le plan avec pansement. Voilà, bon, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, entre guillemets, savonner la planche du pansement. C'est pas bien méchant. Mais bon, les Viagra n'ont pas été détruits et le Viagra n'a pas souffert. Je crois pas. D'où vient ce décalage énorme alors? C'est toute la question. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Hein. D'abord, le poids des tabous sociaux. Bien sûr. Parler de sexualité, de vieillissement, des difficultés intimes, c'est pas toujours évident. Le syndrome du mâle irritable chez l'homme, par exemple, ça reste très peu connu, donc très peu discuté. Oui, souvent quand je vous en parle en coaching, vous me disiez, alors on en parle du coup avec mes clients, peu, hein, mes piratesses, sauf si c'est un couple homosexuel. Bon, plus généralement, c'est une femme qui me dit, mais je ne connaissais pas du tout cette expression, le syndrome du mâle irritable. Donc on a encore des progrès dans la société à l'époque d'Internet, de l'IA et compagnie, pour apprendre certaines choses essentielles. Hein. Les phases du couple, on ne les connaît pas, souvent le badinage, je ne savais pas ce que c'était, et le syndrome du mâle irritable pour une femme, vous ne saviez pas forcément ce que c'était. Ensuite, il y a les normes de genre qui pèsent lourd. Certaines femmes peuvent intérioriser l'idée qu'elles ne devraient plus avoir de désir ou de besoin sexuel après un certain âge. Elles se sentent illégitimes en quelque sorte? C'est ça, illégitimes à exprimer leurs difficultés ou même leurs envies. D'ailleurs, on a un témoignage d'Amari qui raconte comment son incompréhension initiale face au changement de sa femme a créé de fortes tensions. Simplement par manque d'infos? Oui, par manque d'informations et de dialogue. C'est pareil pour les crises existentielles, c'est pareil pour la ménopause et l'andropause, et ça pourrait être pareil pour, si on n'était pas plus formé là-dessus, sur les crises d'ados. Hein, et encore, on ne sait pas comment prendre les crises d'ados, mais si vous demandez à un ami, voilà, j'ai mon fils, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, il se renferme, il parle mal, il répond pas au nomatopée, je n'arrive jamais à le dire. Et votre ami va dire, mais quel âge il a? Ben, il a 15 ans. Oh, ben c'est pas grave, il fait une crise de couple, une crise d'adolescence, il va s'en sortir. Mais si vous dites la même chose à un ami, ma femme, elle se renferme, elle parle plus, elle est sur son téléphone en permanence, oh ben là c'est mal barré, hein, c'est que, à mon avis, ton couple est mort. Alors que c'est juste une même crise, mais pas d'adolescence cette fois, plutôt une crise de la trentaine, de la quarantaine ou autre, voire une ménopause. Donc, le manque de connaissances peut nous faire des bêtises. Et effectivement, quand une femme a un début de ménopause, quand un homme a un début d'andropause ou de crise existentielle, si on s'y prend mal, et parce qu'on ne sait pas, eh bien, on peut faire des dégâts. La baisse de libido, par exemple, si elle n'est pas expliquée, elle peut être vécue par le partenaire comme un rejet personnel. Et ça, c'est dévastateur. On voit bien que comment on communique, ou même si on communique tout court, c'est absolument central. Essentiel. Une source insiste beaucoup sur l'importance d'oser être vulnérable, d'exprimer ses besoins, ses peurs clairement. Oui. Plutôt qu'une phrase accusatrice du genre « tu ne penses qu'au sexe », pouvoir dire quelque chose comme « mon corps change, je ressens plus les choses pareilles, parfois j'ai mal ou j'ai peur d'avoir mal, je me demande même si je suis encore désirable à tes yeux ».
Exactement. Ouais, dans le coaching que j'avais ce matin, mon client, qui est un homme adorable, est un manque de sa femme, et on peut le comprendre parce qu'ils sont revenus en phase 4. Et il me dit, capitaine, la nuit, je vais me blottir contre elle et je sens que ça la dérange. Évidemment, si on est irritable par sa ménopause, si on a des choses comme ça, ou si on sent qu'on a des sécheresses vaginales, je vais y arriver, et que l'autre essaye de nous pénétrer, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, je tirais un peu les oreilles, effectivement, et j'expliquais le phénomène, et c'est là que ça m'a donné l'idée d'expliquer ce phénomène de ménopause et d'andropause sous forme de podcast, parce que ça faisait un moment que j'avais envie de partir d'un podcast. Exactement. C'est un pas qui doit être difficile, mais potentiellement transformateur, non? C'est cette vulnérabilité qui est la clé de voûte. Sans elle, c'est l'incompréhension qui s'installe. Puis la distance émotionnelle, physique, et parfois le problème est encore plus profond. C'est-à-dire? Une de nos sources parle de conjugopathie. L'idée, c'est qu'un symptôme sexuel, une baisse de désir, un trouble de l'érection n'est que la partie visible de l'iceberg. D'accord. Ça masque. Comme pour la crise existentielle, les ménopauses, c'est pareil. On a un problème hormonal, hein, parce que la crise existentielle, c'est un problème d'hormones aussi, et ça se transforme en crise de couple. Qu'en réalité, un problème relationnel plus ancien, des non-dits, des frustrations accumulées. Alors évidemment, pendant la crise existentielle ou pendant la ménopause ou pendant l'andropause, tout ce que n'a pas été réussi auparavant, eh bien ça ressort, hein, et on le reproche à l'autre. Pendant 10 ans, tu m'as plus aimé, pendant et évidemment, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de difficultés et que l'on a beaucoup de douleurs à ce moment-là, puisque comme je me sens mal, il faut bien que je trouve des raisons, et donc je ressors les vieux dossiers du passé. Et là, la ménopause ou l'andropause, eh bien, elles agissent comme un révélateur puissant de ces fissures qui existaient déjà dans les fondations du couple. C'est une perspective intéressante. D'autant plus que ces transitions hormonales, elles arrivent souvent à un moment charnière de la vie, le fameux mi-temps de la vie. Oui, tout à fait. C'est une période de bilan, de remise en question, la carrière, les enfants qui quittent la maison, l'approche de la retraite, le deuil de la jeunesse, de la fertilité. Ça crée un contexte personnel déjà assez chargé émotionnellement. Tout à fait. Voilà, donc vous voyez que ce que vous vivez dans votre couple, si vous êtes un couple installé depuis quelques années, eh bien c'est tout à fait normal et tout le monde le vit. Il y a des personnes qui savent gérer ces moments, ce que vous apprenez dans les 350 formations et dans les 6 types de coaching, et il y a des personnes qui ont du mal à le gérer. Fait. Et ce contexte de midlife review, comme on dit, vient se superposer aux changements physiologiques. Ça crée un cocktail qui peut être parfois explosif pour le couple. J'imagine. Les rôles qui étaient établis, les équilibres de pouvoir, tout peut être remis en question. Et on voit alors émerger des attentes nouvelles, parfois contradictoires. Par exemple? Par exemple, des hommes qui, en constatant l'effet positif d'un traitement hormonal sur leur partenaire, vont demander à leur médecin la même chose. Ah oui. Ou d'autres, au contraire, qui se sentent soudain dépassés, voire intimidés par un regain de désir de leur femme. Ils avouent ne plus arriver à suivre. Voilà, alors il y a encore, le podcast est à moitié. Alors ce que je fais depuis quelque temps, c'est quand c'est trop long, là ça fait 22 minutes d'enregistrement sur cette vidéo, je vous ferai une deuxième partie. Là, ça devient, vous allez voir, ça devient encore plus intéressant parce que on voit que grâce aux traitements hormonaux, on peut arranger les choses, évidemment, à condition que votre conjoint ait suffisamment de discernement pour dire mais non, mais mon problème il vient pas que du couple. Alors on peut l'améliorer, le couple, on peut passer en phase 4, mais il vient aussi d'un problème hormonal que je peux faire traiter aujourd'hui par des traitements qui sont intéressants, qui vont refaire remonter le désir pour son mari ou sa femme et repartir. Mais s'il y en a un qui ne comprend pas, qui ne veut pas savoir et qui voit tout d'un coup le désir remonter de sa femme et que moi-même je suis en andropause et que j'y réponds pas, eh bien ça peut aussi amener la personne à aller vers un pansement. Voilà. Bref, vous avez bien compris, mes pirates adorés, l'être humain est simple finalement, et c'est un être qui est biochimique, c'est un être qui fonctionne à peu près dans chaque culture de la même façon, avec évidemment des particularités. Alors la psyrose, le psy de quartier vous dit que chaque être est individuel, ça c'est sûr, il n'y a pas besoin d'avoir fait de psy pour le savoir, mais n'empêche que l'on fonctionne beaucoup pareil, pratiquement. Hein. Vous voyez, on est tous tentés par une tête de gondole où il y a des bonbons. Voilà. Alors si on est un peu plus fort ou pas, on arrive à résister à la tentation.
Mais si on n'est pas fort, si on n'a pas travaillé sur soi, eh bien, on est victime. Donc, on est tous victimes du marketing, par exemple. Hein. C'est pour ça que je suis une bille en marketing, parce que j'ai horreur du marketing. Donc, moi, je suis dans l'authenticité. Je ne sais pas faire autrement. Mais par contre, en revanche, les personnes qui sont adeptes du marketing vont apprendre les techniques de manipulation qui marchent chez beaucoup de personnes. Alors, évidemment, après, chacun a sa morale. Hein. Je m'accorde pas de cette morale du marketing. Mais voilà, on fonctionne tous à peu près de la même façon et on a à peu près les mêmes réflexes si on fait pas attention. D'où les crises existentielles, d'où la monopause, l'andropause, qui sont des moments normaux de votre vie, comme la fin de la phase de sécurisation est normale pour une fin de couple. Voilà, je vous laisse là-dessus. On reprendra ce live dans une vidéo suivante. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement, donc on reviendra sur ce podcast qui est effectivement intéressant. Dans la deuxième partie, on sera véritablement dans la crise de couple et tout ça. Ce podcast nous a éclairé sur certains points, dit David. Oui, vous allez voir, on va faire plein de choses. Qu'est-ce qu'il nous dit, Victor? J'ai cherché des informations sur pansement, sur ce qu'elle avait dans la tête et les causes de la rupture divorce. Bon, je ne dis pas comment vous l'avez fait, hein, c'est notre secret. J'ai pas été épargné dans mon cœur, dans mon âme. Alors, ce que je disais à Victor, c'est que Victor, c'est un musicien, c'est un artiste qui est très sensible. Faut faire attention, faut pas faire ce genre de choses, Victor. Si on fait ce genre de choses, c'est pour dire j'ai envie d'avoir des informations pour savoir ce que j'ai besoin de travailler. Et là, quand on dit j'ai pas été épargné dans mon cœur, dans mon âme, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à lire ce genre de choses et avoir le recul nécessaire. Où souvent c'est un moment où je balance un peu ce que j'ai dans la tête, mais c'est du fouillis. Je le pense pas forcément, c'est pas un truc. Alors je vais penser à dire ça à Victor parce que j'ai lu une thèse de Sénèque qui disait que non, c'est souvent comme ça. Donc attention, si vous êtes sensible, si vous n'êtes pas encore bien ancré sur vos jambes, n'allez pas chercher des informations que vous n'êtes pas capable de gérer, parce que ça vous fait plus de mal, ça vous bloque et ça vous fout en l'air. Voilà, c'est un jeu de mots, donc ne le faites pas. En revanche, si par exemple je suis dans les renseignements internationaux, que j'écoute des terroristes sur une ligne d'écoute avec un téléphone, bon, je sais pas trop comment on fait ça, donc des écoutes en ligne entre guillemets. On peut le faire parce qu'on va prendre des informations, mais ça va pas nous foutre en l'air. Même si on dit les flics, c'est des machins. Voilà, donc, mais faut être costaud. Quand ça nous touche pendant une crise, faut faire attention. Donc, Victor, je lui ai conseillé, je vous le redis là, je vous conseille pas de le faire. Voilà. Mais on vous aide quand même. Alors, on y va. Victor dit, j'ai vu que je n'ai pas su voir la crise de la trentaine. Je ne l'ai pas vu s'installer, j'ai fait des interdits pendant 1 an et la CC a tout fait péter. La crise de couple a tout fait péter, oui. Refaire sa vie avec pansement, premier amour, scénario, enfin. Mais vous voyez, vous qui êtes pas dans le cœur de Victor, vous dites oui, mais c'est bon, on a compris, Victor, c'est un truc tout à fait normal, tout à fait traditionnel. Si tu fais ce que tu faut, tu vas y arriver. Mais Victor, il est dedans. Et ça le fout, ça le mine, quoi. Voilà. Oui, vous êtes votre épouse a fait la crise de la trentaine. Vous n'étiez pas informé. Vous n'avez pas, à l'époque, vous n'étiez pas tombé sur le capitaine et les pirates. Vous avez fait des interdits. Ben sa crise, elle continue. Elle veut finir sa relation avec son premier amour, comme d'habitude, parce que c'est un moment important pendant les crises existentielles d'aller fermer des portes pour pouvoir en ouvrir de nouvelles. Donc c'est normal, c'est souvent qu'on va chercher son premier amour, non pas pour faire sa vie avec. Il peut y avoir des exceptions. Alors c'est très rare qu'on retrouve son premier amour. Mais si on retrouve son premier amour, c'est qu'on est avec son premier amour, on se retrouve un jour. Les deux sont célibataires depuis très longtemps. Voilà, ils ont fini leur relation, ou ils n'ont pas eu de relation entre-temps, ou ils ont fini leur relation depuis 4-5 ans, ils sont parfaitement au clair avec eux-mêmes, et donc, bon, ils trouvent rien d'autre, ils trouvent pas mieux, mais c'est pas parce que c'est un premier amour, c'est deux personnes qui ont fait le deuil de leur relation précédente, qui sont un peu vierges là-dessus, et qui se retrouvent, et il se trouve que ils vont parler de leur premier amour. Mais quand on trouve le premier amour, qu'on est en crise, ou qu'on est en crise de couple, c'est pour fermer la porte, et pour passer à autre chose, notamment à la phase de grande intimité qui est la fin. Mais
pour notre ami Victor, qu'on kiffe et qu'on kiffe grave, pour lui, c'est trop difficile de lire ça, et ça lui fait mal, donc il faut pas le faire. Allez, vous me mettez... Salut Alex. Alors, salut Thierry, pardon. Sabrina est là aussi, pardon, Thierry, qui fera un coaching. C'est une particularité avec Thierry que j'ai souvent, avec le décalage horaire. Alors, je spoil rien, mais Thierry est à Hawaï, le Vénard, et donc il y a 11 heures de décalage avec la France, donc il va falloir qu'on fasse un effort tous les deux d'horaire. Moi un peu plus tard, lui un peu plus tôt, et pour qu'on puisse se parler, on a convenu ça, je sais pas, la semaine prochaine, je crois, enfin, je sais plus, ou c'est la fin de semaine. Courage Thierry. Donc Thierry qui a pris un nom américain qui est Thierry, T-I-E-2-R-I, je connaissais pas, c'est génial. Voilà, donc merci à Hier Demain et à David d'aider Victor, hein, parce que voilà, vous êtes généreux. Axel dit: je reste sans mots à entendre ce podcast, toutes les lectures disponibles vidéo et le fait que notre conjoint soit dans l'incapacité de faire un minimum de recherche pour comprendre ceci. Oui, c'est vrai. Sur la crise existentielle, vous avez des milliers de messages. Sur la ménopause et l'andropause, aujourd'hui, l'ignorance est un choix. Hein. Si vous voulez pas vous former, c'est un choix. L'ignorance est un choix. Voilà, vous pouvez rester sur les... Et pour vos conjoints, bien sûr qu'ils pourraient trouver. Mais c'est un choix de rester plutôt dans la fuite et de chercher une solution à leur fuite par un pansement notamment. Oui, c'est un choix, Axel. Voilà. Vous avez le choix de vous former, d'apprendre. Certains pirates font le choix de juste écouter les vidéos ou les podcasts et puis voilà, ça reste lettre morte. Donc chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous donne ici, je vous donne mon énergie pour vous dire, allez, mettez en application ce qu'apprenaient les formations et les coachings. Voilà, moi, je fais mon métier, mon énergie, et oui, mais il y a des personnes qui veulent même pas écouter et qui disent oui, mais ce qu'il y a sur Internet, les textes qu'il y a sur Internet, même si c'est des revues scientifiques, c'est des bêtises. Voilà. Donc, si vous allez à Axel et que vous lui dites tiens, écoute ce podcast, il va dire c'est des bêtises parce qu'il est pas prêt. Voilà. Nos conjoints sont en souffrance, dit Résilient David. Et nous sommes à l'origine de tous les problèmes à leurs yeux. Oui, c'est le plus facile. Hein. Donc tout est notre faute dans leur esprit. Ben oui, si mon patron m'a viré, c'est parce qu'il est con. Si la France va mal, c'est parce que le président de la République ou les députés ou le Premier ministre, je sais pas quoi, c'est facile hein, de dire comme ça. Si le premier réflexe de l'homme, c'est de se considérer en victime comme un enfant. Enfin, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, ou la femme également. Sabrina a dit: Axel, je te rejoins, mais cette crise qu'ils vivent est tellement violente, on n'a pas envie de la secouer, mais à ce qu'il paraît, c'est interdit. Oui, ce matin, j'avais une piratesse qui m'a dit: capitaine, grâce à vous, j'ai appris que j'ai été en crise existentielle avant mon conjoint, mais je ne savais pas. Donc, la personne n'était pas suffisamment en souffrance pendant sa crise pour aller trouver les pirates. Ensuite, quand son conjoint a pris la suite et est devenu lui aussi en crise, eh bien là oui, elle avait assez de souffrance pour venir se former et apprendre et prendre un coaching. C'est comme ça. Allez, je bois un petit coup, puis on va faire l'enregistrement haute valeur, la suite hein, de ce qu'on a enregistré hier, sur pourquoi les hommes quittent les femmes. Si vous avez écouté le live de hier, vous voyez que j'explique aussi les femmes, évidemment, à travers ce texte. On continuera les formules podcast, alors si ça vous plaît, déjà on finira celui-là, et puis voilà, je vous ferai ça. Ça me paraît bien, voilà, ça me paraît intéressant. Donc nous aurons encore 8 minutes de ce podcast-là, je vais y arriver. Oui, il faut que... Alors, où on en était, oui, hop, on va faire l'enregistrement maintenant de la suite du live de hier, qui est les 7 raisons qui expliquent pourquoi les hommes arrêtent d'être attirés. Allez, j'enregistre, je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages que je n'ai pas lus? Oui, bien sûr. Guillaume dit: ils souffrent, ils sont perdus, ils sont aveuglés par les solutions simples, c'est notre faute et le pansement, c'est cool, évidemment. Thierry qui dit: gratitude à vous, on ne lâche rien, prenez des notes pour tous les tutos. Prenez les notes pour tous les tutos. De vos chéris, tous ces tutos ne sont pas des interdits. Oui, tous les conseils qu'on vous donne là, ils sont faits par rapport à des tutos aussi qui ont donné les personnes.
Toute autre discussion est incompréhensible pour un criseux. Vous avez raison, hein, vous commencez à devenir des pirates de haut vol. Alors, où j'en suis? Tchuc, oui, forcément. Je suis à vous, je suis à vous. Allez, c'est parti. Je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Deuxième partie sur pourquoi les hommes quittent les femmes. Donc, il y a eu une première vidéo, un premier enregistrement qui est sorti. Eh bien, vous avez la suite avec les autres points qui vont me permettre de comprendre pourquoi les hommes partent. Mais vous voyez que le capitaine est coquin parce qu'il vous explique aussi en même temps les différences, mais les femmes aussi quittent, évidemment. Alors, on a des statistiques qui sont assez erronées. Tiens, je n'avais pas prévu de vous dire ça sur les crises de couple. On a évidemment, quand on fait des études sur le divorce, on a une grosse, voilà, on a des grosses masses, et c'est difficile de dire à partir de combien de temps les personnes étaient ensemble, etc. Lune de miel, tout ça on connaît pas. Donc on a des statistiques où on dit, par exemple, c'est pas exactement le chiffre, on va dire un couple sur deux se sépare, et c'est vrai. Mais dans ces couples d'un sur deux, il y a des couples de courte durée qui ont que quelques semaines, quelques mois, et puis il y a des couples qui ont 50 ans. Et on a des déciles comme ça. Donc quand on est en lune de miel, on a près de 80% de séparation. Peu de couples de lune de miel se transforment en phase de grande... Comment on a... Allez, je vais y arriver. Je suis un peu perturbé. N'importe quel capitaine. Lune de miel, sécurisation. Donc, peu de personnes passent en phase de sécurisation. Mais quand on est en phase de sécurisation et à la fin, on a forcément une crise de couple. Mais si on fait ce qu'il faut, on y arrive. Si on ne fait pas ce qu'il faut, on n'y arrive pas. Alors, c'est vrai qu'on a un effet à l'eau. Quand on est en crise de couple, on voit que des personnes qui divorcent autour de nous. En fait, il y en a pas beaucoup. Si on prenait, il y a peut-être 3 ou 4 personnes autour de nous. Mais combien on connaît de personnes? Donc, il y a peut-être 100 personnes. On connaît 100 couples autour de nous, et il y en a 3 ou 4 qui divorcent ou qui ont divorcé, donc ça fait 4%, vous voyez, on n'est pas sur du 50%. Bon, bref, vous avez compris le système. Et donc les couples de longue durée, s'ils savent passer leur crise, évidemment, ensuite sont encore plus forts qu'avant leur crise, évidemment. Allez, on y va. C'était un petit point que je voulais faire. Pourquoi les hommes partent? Il y a le règne des reproches et l'absence de gratitude. L'atmosphère émotionnelle d'un couple est comme le climat d'une région, elle détermine ce qui peut y pousser. Petite précision, ces vidéos s'appellent des reacts, c'est des textes que vous m'envoyez, vous les pirates, en disant capitaine, est-ce que vous pouvez nous commenter ce texte? Donc je regarde le texte, parfois je lis les premières lignes, si je me sens de pouvoir vous aider, eh bien je le prends et je le découvre en même temps que vous, ce que je suis en train de faire là, et je le commente un peu comme un coaching. Un climat constamment froid et orageux, où les reproches pleuvent et où la gratitude est une denrée rare et un terrain stérile pour le désir. Oui, le désir, c'est comme une plante, hein, ça s'entretient et on ne peut pas pousser la plante, enfin, sauf des cactus, mais qui ne sont pas très agréables dans le désir. Ou dans le désert, une plante normale, eh bien, il lui faut de l'eau, il lui faut un environnement adapté. Lorsque les interactions sont majoritairement teintées de critiques, ça c'est beaucoup la phase de sécurisation, sur ce qui n'a pas été fait. T'as pas encore sorti la poubelle, t'as oublié la poubelle ce matin, des plaintes et des défauts, hein, tu es toujours en retard, tu t'es mal garé, t'as encore pas mis de l'essence, c'est toujours moi qui mets de l'essence dans la voiture. Donc des remarques négatives qui vont créer des barrières invisibles qui vont se dresser avec votre conjoint. Donc là, l'homme ou la femme, mais cette vidéo, c'est une réact sur le texte que vous m'avez envoyé. L'homme, se sentant constamment en défaut et rarement apprécié pour ses efforts, va instinctivement se mettre en défaut défensif. Oui, les hommes vont se mettre en défaut défensif quand on ne reconnaîtra pas leur performance, et une femme se mettra plus en mode défensif quand elle ne se sentira pas comprise. Voilà. Donc, on va un peu plus dans les détails quand on fait les coachings, mais retenez ça, l'homme il a besoin de se sentir valorisé performance, et la femme se sert plutôt comprise et attentionnée. Voilà. Donc l'homme se retire émotionnellement pour se protéger de cette perception de ne jamais être à la hauteur. Oui, alors c'est un peu finalement pour faire bouger son homme qu'on trouve trop plan-plan, mais l'homme est encore en plus plan-plan quand il se sent critiqué en permanence. Le désir est une émotion tournée vers l'autre.
Il exige, ce désir, une certaine vulnérabilité et une ouverture de cœur, évidemment. Là, si on est trop sec, si on a un cœur trop sec, on ne peut pas susciter le désir. Alors, comment s'ouvrir à se livrer à quelqu'un dont on redoute le prochain commentaire négatif? Oui, j'ai souvent ça, des hommes qui sont en crise, qui veulent se séparer. Vous savez, j'ai 20% de mes clients qui sont des personnes qui veulent se séparer parce qu'ils sont en crise existentielle et ils sont tombés sur cette chaîne parce qu'on parle souvent de crise existentielle, de ménopause, d'andropause, etc. Et donc, ils me disent effectivement, j'en peux plus, ma femme, ça fait peut-être, ma femme, c'est on dirait ma mère, ça fait des années qu'elle m'a pas fait des compliments et encore ma mère me faisait des compliments. La gratitude, au contraire, va fonctionner comme un baume réparateur. Donc, je vous ai sorti une formation sur la gratitude il y a pas très longtemps. Donc, vous allez dans le catalogue des 350 formations que vous retrouvez dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 350 formations, des 6 types de coaching, la formation offerte qui s'appelle Best of, le groupe des pirates qui va vous aider à mettre en place les formations, les coachings sur Facebook. Chez mes confrères, c'est payant, la communauté. Ici, c'est offert. Hein, donc, c'est pour vous aider à mettre les 350 formations et les 6 types de vidéos en place. Évidemment, hein, ne faites pas les 350 formations. Pourquoi il y a 350 formations? Parce qu'elles sont super précises, elles sont adaptées à tous les besoins. Et par exemple, une formation sur l'humour, si vous avez déjà de l'humour, ne faites pas la formation sur l'humour, évidemment. Un simple merci d'avoir réparé cette étagère, c'était vraiment important pour moi, ou j'ai adoré la façon dont tu as géré cette situation difficile, agit comme une validation puissante. Oui, un homme peut tomber amoureux d'une femme qui lui dit j'ai adoré comment tu as géré cette situation difficile. D'ailleurs, les petits choux, comme on dit, hein, qui utilisent votre mari en crise de la quarantaine, qui a peut-être une aisance financière pour se balader en Porsche et avoir des week-ends et des tenues, savent très bien le faire. C'est une compétence aussi. Voilà. Moralement, ça se tient pas trop, mais c'est une compétence qui se tient. Savoir dire aux hommes ce dont ils ont envie d'entendre pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Mais souvent, on a plus ce qu'explique l'article, c'est que pendant la phase de sécurisation, on ne valorise pas trop le bonhomme. Donc, une femme qui signale que ses actions sont vues et valorisées renforce le sentiment de compétence et donc envie de s'investir. Oui, j'avais aussi une personne en coaching, c'était pas la même, qui me disait effectivement que moi j'ai plus envie de rien faire à la maison parce que ça va jamais, ça allait jamais. Et les personnes disent oui, mais mon mari veut jamais rien faire à la maison, il s'investit pas, c'est un ours. Ben, c'est parce qu'on ne dit pas. J'ai lu, alors ça c'était pas une cliente, c'était une vidéo YouTube que j'avais vue d'une psy que j'aime bien, voilà, parce que j'aime bien les psys en général, sauf quand ils disaient des bêtises, mais celle-ci ne disait pas les bêtises, elle disait effectivement, elle parlait aux femmes, c'est une femme qui parlait aux femmes, elle disait arrêtez de critiquer vos hommes, hein, arrêtez de les prendre pour vos enfants. Voilà. Si vous voulez qu'ils s'investissent dans la maison, faites pas ça. Et elle donne l'exemple de quelqu'un qui était devenu un ours, parce que chaque fois qu'il parlait, il se faisait rabrouer, donc il disait plus rien au bout d'un moment. Et donc sa femme lui reprochait d'être un ours. Donc changez le régime émotionnel de votre relation en remplaçant progressivement les reproches par de la reconnaissance. C'est une étape importante pour dégeler le terrain et permettre au désir de refleurir. Voilà, moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Donc on va continuer. La négligence de l'intimité physique et non sexuelle. Oui, c'est plus important pour les hommes que les femmes, même si les femmes aujourd'hui sont dans une tendance à vouloir aussi prendre beaucoup de plaisir sexuel, et elles ont bien raison. L'homme est très sensible à ça. Voilà, souvent dans les coachings, les hommes me disent qu'ils sont beaucoup en manque de sexualité pendant que leur femme est en crise existentielle ou a fortiori en ménopause ou en préménopause. Dans l'esprit de beaucoup, l'intimité physique est synonyme de rapport sexuel. Cette confusion est une erreur fondamentale. L'intimité physique est un continuum qui va du frôlement le plus léger à l'acte le plus passionné. Et ce sont des petits gestes du quotidien qui entretiennent la connexion sensorielle. Oui, parfois ici, il faut pas... alors ça, c'est assez féminin aussi en coaching. J'ai une piratesse qui me disait, c'était cette semaine, alors on est quoi ? Peu importe, c'était cette semaine, je ne vais pas réfléchir quel jour je crois que c'était lundi, bon voilà, qui me disait, ce week-end, je me suis promené dans la maison en petite tenue et en talons aiguilles. Et mon mari adorait ça. Je lui dis, hop, ne me dites pas, ça n'a pas marché, il a soufflé, il n'a pas regardé. Il me dit, oui, mais comment vous le savez, capitaine? Ben, c'est trop.
commencez doucement. Votre mari, vous l'avez sevré, elle me dit oui, vous avez raison, capitaine, pendant des années, j'ai mis des pantalons et des chaussures plates, il me le reprochait, et aujourd'hui, parce qu'on est en crise de couple, on fait un truc extraordinaire. Ben, ça n'a pas marché, c'est pas ça comme ça qu'il faut faire, l'article a raison, on peut faire juste des petites choses, des petits pas au début. Au début, vous teniez la main en marchant, vous embrassiez passionnément, sans raison, et vous blottifiez l'un contre l'autre sur le canapé. Ah, ça fait rêver. Avec le temps et les habitudes, ces contacts se raréfient souvent, et ça laisse place à une cohabitation physique distante, ce que vous êtes en train de payer aujourd'hui. Vous n'avez pas fait d'effort là-dessus, et votre mari vous le reproche. Les femmes peuvent le reprocher aussi, je vous rassure. Le toucher devient soit utilitaire, une tape sur l'épaule pour passer pousse-toi, pousse-toi, ou soit une invitation directe et souvent pressante au sexe. Alors ça, c'est terrible aussi. On ne sait plus faire. Hein. Souvent, vous me dites en coaching, vous messieurs, j'en pouvais plus. J'ai attrapé ma femme, je l'ai serrée dans mes bras et elle n'a pas apprécié. Non, parce qu'il faut y aller plus doucement que ça. Le toucher, c'est pas juste je te touche quand je veux que tu te pousses ou quand je veux du sexe. Souvent vous me dites en coaching, mon mari m'a dit, ma femme m'a dit, pardon, ouais, tu me touches que quand tu veux coucher. Voilà, c'est ça. Cette pression enlève toute la magie et la spontanéité du contact. Dit l'article. Le corps de l'autre devient un objet à atteindre plutôt qu'un territoire à explorer avec curiosité, tendresse. Ça me plaît bien ça. Le corps de l'autre, hein, quand vous êtes en crise de couple, messieurs, le corps de votre femme devient un objet à atteindre plutôt qu'un territoire à découvrir, à explorer avec curiosité, tendresse. Retenez ça, messieurs. C'est important. Mais pour une femme aussi, ce besoin de l'intimité sexuelle de l'homme peut être retrouvé sans mettre les talons aiguilles et les petites tenues à la maison, alors que vous l'avez jamais fait. Ou vous l'avez pas fait depuis longtemps. Reconstruire cette intimité non sexuelle est la clé pour allumer la flamme, je suis assez d'accord. Il s'agit de réapprendre à se toucher sans arrière-pensée, un massage des épaules en fin de journée, une main posée sur le genou pendant que vous conduisez, un long câlin le matin avant de se lever. Si vous êtes en phase 4, vous ferez ça, bien évidemment. Ces gestes vont recréer un pont sensoriel entre vos deux corps, ça va réveiller la mémoire cellulaire du plaisir et de la proximité. Ces gestes rappellent à votre système nerveux que la présence de l'autre est une source de réconfort et de bien-être, une condition sine qua non pour que le désir sexuel puisse s'exprimer à nouveau librement. Eh bien, ça me plaît bien. L'oubli de soi et l'abandon de son territoire individuel est quelque chose qui va faire fuir un homme. L'amour est souvent perçu comme une fusion, un effacement de frontières au profit d'un nous tout puissant. Alors je mets l'enregistrement en pause pour boire un petit coup. Merci d'être toujours là. Loup Blanc est arrivé, Résilient David est toujours présent. Merci pour tout ce que vous êtes. Alors on continue. Hein. Vous voyez que ce qu'il y a dans cet article que je découvre en même temps que vous, il y a du bon. Il y a du bon. Merci d'être toujours présents, les pirates. Je vous kiffe. Pensez à mettre des pouces en l'air. C'est votre nouveau truc, ça, j'adore. C'est pour permettre à l'algorithme YouTube ou TikTok de mieux référencer les lives et de peut-être qu'un jour quelqu'un tombera dessus grâce à votre pouce en l'air, votre like, et partira dans un cheminement, retrouvera son conjoint, invitera les enfants de changer de maison toutes les semaines, et ce sera grâce à vous. Allez, on continue. Alors, la fusion, au début, c'est bien. Dans la phase de lune de miel, c'est fait pour s'apprendre à se connaître. Puis, c'est devenu étouffant pour le désir. La fusion devient étouffante pour le désir. Donc, quand votre conjoint vous dit « Ah, mais moi, c'est mon âme sœur, mon pansement, on pense pareil, on finit les phrases ensemble, etc. » Vous vous dites dans votre tête « ça n'a pas duré longtemps, votre histoire. » Le désir a besoin d'un certain degré de séparation et de différence pour exister. Alors des fois, ça fait un peu gageur, parce que votre conjoint croit avoir du désir pour son pansement, parce que en réalité, le pansement et le conjoint en crise se voient très peu. Parce que peut-être que le pansement est aussi marié, ou il y a le boulot la journée, il y a les enfants le soir, bref, il se voit très peu. Donc il y a une forme d'illusion avec une espèce de manque, mais c'est pas parce qu'on nous manque, il nous manque parce que il est génial, mais parce qu'on peut pas le voir quand on veut. Et qu'on est en lune de miel. Donc il y a un faux manque, une illusion, on retombe de haut ensuite, évidemment, comme d'habitude. On désire toujours ce qui est autre, ce qui est distinct de soi. Lorsqu'on abandonne progressivement les passions, les amitiés, les projets personnels et les opinions pour ne plus exister qu'à travers le couple, on perd une partie essentielle du magnétisme. Et oui, c'est pour ça que l'une des
des choses importantes de la méthode du capitaine, c'est de retrouver des passions, ou de trouver des passions, ou de retrouver des passions qui vont permettre à votre conjoint, évidemment, de voir que vous êtes différents et qu'il y a un interstice entre vous. Tu n'es plus la femme fascinante qu'il a rencontrée avec sa vie riche et ses mystères, mais une extension de lui-même, une partenaire symbiotique dont il connaît chaque pensée. On est d'accord. Cette perte d'individualité, c'est un tue-l'amour silencieux et c'est ce qui tue aussi la relation entre pansement et criseux, bien sûr. Donc il est crucial de continuer à cultiver son jardin secret, reprendre ses cours de peinture que vous aimiez tant, sortir avec des amis, t'investir dans un projet professionnel qui te passionne. En nourrissant ta propre vie, tu redeviens donc une personne à part entière avec des choses nouvelles et intéressantes à raconter. Tu redeviens aussi un sujet à découvrir et non plus un objet familier. On est d'accord. Voir son partenaire s'épanouir et briller par ses propres moyens, c'est incroyablement attractif. Donc effectivement, ce qui est arrivé pendant la phase de sécurisation, pour un homme comme pour une femme, eh bien, vous êtes trop collés, vous étiez trop sans passion, trop utile. Eh bien évidemment, ça crée un éloignement de votre conjoint. Dernier point, le poids des conflits non résolus et du mur du silence qui font fuir les hommes. Aucun couple n'est à l'abri du conflit, évidemment. Hein, quand on met deux personnes en même temps ensemble en couple ou autre, évidemment ça fait souffrir et il y a des conflits. Les désaccords sont inévitables, même s'ils sont bien gérés. Ce qui étouffe le désir, ce n'est pas la dispute elle-même, mais la manière dont elle est gérée, ou plutôt dont elle ne l'est pas. Alors, oui, j'ai souvent des personnes qui me disent aussi « Oh, mais capitaine, nous, on se disputait jamais ». C'est pas très sain non plus. Alors, il faut gérer les disputes, mais c'est bien d'avoir des conflits, c'est bien d'avoir des points d'abrasion, parce que ça veut dire qu'on a des projets différents. Lorsque les conflits s'enveniment systématiquement par le mépris, les cris ou à l'inverse par un retrait, faire le mur, le stonewalling, comme on dit, ils laissent derrière eux des résidus émotionnels toxiques. Quand votre conjoint fait un silence radio ou un stonewalling, c'est que généralement, vous avez laissé des résidus émotionnels derrière et au moment de la crise, ils ressurgissent. Chaque grief non résolu est comme une brique dans un mur invisible qui se dresse entre vos deux lits. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... Les conflits les plus graves sont des conflits de couple où on critique l'autre. D'où l'intérêt de... Si on a besoin de parler de notre couple, on va le faire dans un endroit sécurisé, le restaurant, etc. Sinon, c'est ce qui reste. Après, si on n'est pas d'accord sur une idée politique, sur le goût d'un film ou sur le goût d'un aliment, c'est pas très gênant, ou sur le voisin qui est sympa ou qui est pas sympa. Ça, c'est pas très grave. Ce qui est plus embêtant, effectivement, c'est quand on se chamaille sur la personnalité de l'autre. Et ça crée des stonewalling, des murs de pierre ensuite. C'est comme ça. Comment peut-on se sentir émotionnellement et physiquement proche de quelqu'un avec qui on est en guerre froide? Évidemment, c'est pas facile. La rancune et le ressentiment sont des poisons qui contaminent chaque interaction, y compris l'intimité. Je suis assez d'accord avec cet article. Le désir exige un sentiment de sécurité et de confiance pour s'épanouir, oui, mais aussi d'aventure, mais aussi de surprise. Il est impossible de se livrer corps et âme à une personne que l'on perçoit comme son adversaire. Oui, quand vous critiquez votre conjoint, quand vous faites un interdit, vous l'éloignez. Voilà, chaque fois que vous faites un interdit, que vous faites un reproche à un conjoint, il s'éloigne. Vous avez le droit, hein, mais vous savez que votre conjoint va s'éloigner. C'est comme ça. Il vaut mieux plutôt mettre le doigt là où ça fait du bien et faire des compliments sur des choses que votre conjoint ne manque pas de bien faire quand même s'il est en crise. Apprendre à communiquer, à exprimer ses besoins sans attaquer l'autre et à véritablement écouter pour comprendre et non pour répondre, c'est un travail essentiel. Démanteler ce mur de brique par brique, en s'attaquant au conflit non résolu avec bienveillance et volonté. Voilà, c'est pour ça qu'ici on est dans l'action, on est bienveillant et positif. C'est parce que ça vous apprend aussi à bien gérer votre couple. Hein. Bon, ici, il n'y a pas de critique. Enfin, quand il y a des critiques, on essaye d'expliquer aux personnes qu'elles n'ont pas leur place ici, hein, que nous, on est là pour avancer et on est bienveillants les uns avec les autres. Le capitaine, eh bien, oui, il montre l'exemple en faisant beaucoup de compliments, en étant toujours positif, etc. Mais c'est aussi pour vous montrer comment vous allez vous comporter avec votre conjoint en phase 4. Il faut montrer l'exemple. Montrez-moi l'exemple. Voilà, donc la condition ultime pour retrouver la sécurité émotionnelle nécessaire à une sexualité épanouie et connectée. La baisse du désir dans un couple n'est presque jamais une question de kilos en trop.
Elle est un signal d'alarme complexe, un symptôme qui nous indique que la dynamique relationnelle a besoin d'être revisitée, rééquilibrée et revitalisée. Comprendre les 7 mécanismes permet de sortir de la spirale de l'auto-accusation et de poser un regard neuf et constructif sur votre relation. Il ne s'agit pas de se jeter sur son partenaire pour lui énumérer ses torts, mais bien d'engager une réflexion personnelle et courageuse sur la façon dont vous co-créez ensemble l'écosystème de votre amour. Mais moi, je pense que la personne qui l'a écrit est un pirate, parce que c'est génial. Retrouver la flamme ne signifie pas nécessairement revenir à la folle passion des débuts, mais plutôt de construire une intimité plus mature, plus profonde et plus respectueuse. La phase 4, il a raison. Cela demande de la patience, de l'humour et une volonté farouche de ne pas se laisser engloutir par la routine. Le plus beau des projets communs reste celui de continuer à vivre ensemble, à vous séduire, à vous surprendre, à vous admirer jour après jour en phase 4. Ça, c'est le capitaine qui rajoute en phase 4. C'est pas dans l'article. L'aventure est loin d'être terminée, elle attend simplement que vous en redessiniez la carte ensemble. Ben écoutez, il était très bien cet article, merci de me l'avoir envoyé. Le blog s'appelle La vie des reines, et l'auteur, je ne l'avais pas vu, 25 octobre 2025, Anne Martin. Voilà. Je ne connaissais pas La vie des reines, merci de me l'avoir envoyé. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous pourrez retrouver les 350 formations, les 6 types de coaching, le descriptif, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi le groupe de Facebook des pirates pour vous aider à mettre en place les formations et les coachings. La communauté, c'est gratuit. Vous n'achetez que les formations que vous voulez, que les coachings que vous voulez. Et ensuite, vous avez l'aide des pirates pour vous aider à mettre en place. Et c'est ce qui est game changer. Et vous avez une formation qui est offerte, le best-of, pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qu'il y a dans les formations. Au cas où vous diriez, quand vous avez votre cerveau qui bloque un peu, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans les formations? Ben voilà, je vous en offre une avec qui s'appelle best-of, où il y a 9 ou 10 extraits de formation dedans. Comme ça, vous saurez ce qu'il y a. Ah, ben oui, alors c'est des extraits de formation d'il y a 3 ou 4 ans. Hein. Les plus récentes, elles sont pas dans le best-of, mais c'est pour vous donner le goût de l'apprentissage. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Alors, Lou Blanc était là, François était là. Qu'est-ce qu'elle dit, Lou Blanc? Je ne sais pas si juste lui faire des compliments peut inverser toutes ces disputes et reproches. J'écouterai ce live et c'est précieux. Non, quand vous dites juste ou qu'il n'y a qu'une chose à faire, vous êtes sûr que non. Voilà. C'est pas juste inverser avec près toutes les disputes. C'est alors vous n'avez pas tout écouté, Lou Blanc, mais il y avait les 7 principes pourquoi un homme part. Et donc là, il y a juste c'est une partie du 6e ou 7e point. Donc effectivement, Lou Blanc, vous avez raison. Ce n'est pas en faisant juste une petite chose, c'est un ensemble. Hein, c'est la philosophie des pirates qui permettra de changer. Alors, vous avez mis plein de choses. Ah ben, Lou Blanc, apparemment, elle a fait parler, hein, on l'aime bien. J'ai beaucoup oublié de valoriser mon conjoint de Lou Blanc. Alors, j'aime beaucoup Lou Blanc, j'aime bien beaucoup Lou Blanc parce que, ben, voilà, elle est honnête, elle est authentique, elle dit, ben ouais, j'ai fait des bêtises. Comme le capitaine qui fait beaucoup de bêtises aussi. C'est tout à votre honneur. Thierry Alex dit, je me mets à lui dire qu'elle est intelligente, un mot qu'elle dit souvent aux autres, eh bien ça va mieux. Ben oui, si vous mettez le doigt où ça va mieux, vous avez bien raison. Le principe des petits pas nous dit hier demain, tu as raison Guillaume, l'important c'est d'avancer dans la bonne direction. Voilà, super Thierry aussi. Lou Blanc dit, je lui fais trop de reproches, un peu peur que ce soit irréparable. Non, c'est jamais irréparable, évidemment. C'est comme si on disait, oui, ben voilà, on a fini une de miel, donc on va être toute notre vie amoureux. Ben non, ça va changer. Donc après la crise, vous allez vous rapprocher, mais il faut que vous ayez un changement fondamental, radical et durable. Voilà. Mais si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison, Lou Blanc aussi, que vous n'y arrivez pas, vous avez fait des erreurs, mais tout le monde en fait. J'essaye de lui dire qu'il est fort intelligent, mais je crois qu'il ne comprend pas les compliments. Alors, vous voyez, la différence, c'est que je ne vais pas révéler quoi que ce soit. Mais Thierry est un homme. Et Lou Blanc, si je ne m'abuse pas, votre mari est un homme aussi. Donc, Thierry, il fait des compliments à sa femme comme une femme. Si vous dites à votre mari qu'il est fort et intelligent, ça ne va pas marcher. C'est pas comme ça qu'on fait un compliment à un homme. Donc vous réécouterez un peu le texte que je vous ai mis avec quelques idées. Prenez la formation psychologie masculine et comment l'art de la reséduction. Parce que là, c'est pas du tout comme ça. Évidemment, si vous lui dites qu'il est fort et intelligent, vous le prenez pour un enfant.
Mon fils, il est fort, il est intelligent. À l'école, il est fort, il est intelligent. Et si vous dites ça, et c'est sûr qu'il va pas réagir. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Guillaume dit, ne regardez pas vers le passé, travaillez le présent et regardez l'avenir. Ah oui, il a raison. Guillaume dit, continue, Lou, le travail paye. Oui, ben Lou Blanc, elle vient de temps en temps, elle vient dire, ah, j'ai fait des erreurs, etc. Et puis elle repart. Mais un jour, elle aura le déclic. Un jour, on va s'y mettre. Un jour, on va s'y mettre. Quand je dis elle va s'y mettre, c'est pas prendre une formation, c'est tous les jours, je vais venir, je vais faire, etc. C'est comme si je veux perdre du poids, c'est tous les jours. Si je veux apprendre l'anglais, c'est tous les jours. Si je veux apprendre les maths, c'est tous les jours. Si je veux, voilà. Il y a pas de, si je veux courir un marathon, c'est un entraînement régulier. Il n'y a pas d'autre solution. Et si je peux pas dire je veux courir un marathon et m'entraîner de temps en temps, puis parvenir, puis m'entraîner pendant 3 mois, puis revenir 3 fois, faire du marathon. Non, ça marche pas comme ça. On est dans des relations de longue durée en couple. Il faut des efforts constants, mesurables, pas énormes, mais constants et qui vous font avancer régulièrement. Sinon, il y a des pics comme ça. Votre conjoint croit plus, dit oui, ça y est, elle s'enflamme encore, ça va durer 3 jours. Et comme d'habitude, après, ça va revenir. Et c'est ce qui se passe. Tandis que quand on met petit à petit, petit pas par petit pas, ça fait des constructions solides. Au début, votre conjoint va dire « Oh, mais oui, c'est bon, elle est en train de changer, mais ça va pas durer. » Bah si, ça va durer parce que vous, tous les jours, vous faites des choses. Voilà. Donc, Lou Blanc, je suis sûr qu'elle va s'y mettre. Enfin, je suis sûr. J'espère, mais voilà. Petite voix qui me dit qu'un jour, le Lou Blanc aura le déclic, elle aussi. Sabrina a dit à David, tout à fait, la gratitude offre un confort à ne pas négliger qui est le bouclier de notre paix. La paix est précieuse, même si parfois pas facile. Alors parfois, on garde le cœur du oui. Alors Sabrina, elle fait de très belles phrases. Alors parfois, elle écrit PAR plus loin FOI. C'est pas une faute d'orthographe, hein, c'est un jeu de mots. Elle fait souvent des jeux de mots. Et le cardio, le cardio. Voilà. Je trouve que c'est bien. Allez, en tout cas, Lou Blanc, on va tous vous aider et merci Sabrina. Tu sais, Lou Blanc, dit lui David, j'ai beaucoup négligé ma compagne, moi aussi, au profit de mes enfants, mais ça c'est derrière, regarde devant et change. Oui, c'est vrai que Lou Blanc, on a un peu de mal à regarder devant. Change les choses, nous avons tous fait des choses que nous payons aujourd'hui, évidemment. Lou Blanc nous dit, formation lâcher prise en cours, eh bien vous avez bien raison. Allez, on est tous ensemble et on avance ensemble. Albator dit 3 mètres car le tout c'est de 6 mètres avec 6 mètres. Oh, c'était un beau jeu de mots. Hop, hop, tac. Alors, bon, je sais pas comment on fait ça. Hop. Voilà. Ça devrait aller. Ah. Alors attendez, je vois plus j'ai fait une fausse manip et je vois plus le comment je peux faire. Ah voilà, je voyais plus vos écrits. Sabrina, Grinta à toi, dit David, tu vas trouver les solutions. Allez, on fait le 3e enregistrement qui est la suite. Alors il va falloir que je parle, mais il faut y aller. Sur le bruit, voilà, le bruit dans le couple, on en était au chapitre 4. Voilà, j'ai retrouvé. Donc ça, c'est l'enregistrement que j'ai commencé hier. Vous avez beaucoup aimé d'ailleurs cette vidéo, merci de vos compliments, mais vous savez, moi je suis pour pas grand chose. Si vous l'aimez, c'est parce que vous en avez besoin. Allez, je dis bonjour, je dis au revoir et ensuite je reviens vous voir. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. 2e vidéo, la suite sur la vidéo sur le bruit. Non pas le bruit et l'odeur, non pas le bruit comme l'avion qui passe. Non, le bruit que vous mettez dans votre communication, dans votre crise de couple et qui fait que la crise de couple elle dure. Voilà. Quand on communique avec son conjoint, il y a du bruit et ce bruit, ben voilà. Je vous ai fait 4 chapitres dans la vidéo précédente sur le bruit et là on va faire la suite. Si vous êtes en crise de couple et que vous êtes en couple de longue durée, c'est normal ta crise de couple. Malheureusement, des personnes autour de vous ont divorcé, ils étaient ensemble depuis très longtemps, mais c'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Et bien nous, on va apprendre à gérer cette crise de couple. Et vous avez 350 formations, 6 types de coaching qui vous aident. Je vous accompagne depuis 1999, des milliers de couples sont revenus ensemble. Vous pouvez le faire aussi, j'ai la grintage de la patate. Par les 6 types de coaching, par les 350 formations,
vous avez le droit de rester avec votre conjoint, vous avez le droit de continuer à vivre avec votre conjoint et vos enfants ont le droit de continuer à vivre avec les deux parents, si possible, en pleine harmonie. Ben, tout ça, ça s'apprend. Oui, mais capitaine, mon conjoint, il veut plus, il m'a dit qu'il m'aime plus. L'avantage, c'est que les deux personnes ne sont pas obligées de connaître la méthode. Quand il y en a un qui la connaît, ça suffit. Mais bon, voilà, il faut la mettre en application, c'est vrai. Il y a 350 formations, il y a toute l'aide des pirates qui sont là. Eh bien, le bruit que l'on va étudier aujourd'hui, eh bien, vous allez apprendre à l'éliminer. Alors, quatrième type de bruit, suite de la vidéo. Si vous voulez avoir les trois autres premiers, ben, vous y allez. Hein, c'est comment on appelle ça, dans le chapitre, dans la vidéo précédente. C'est la tyrannie de l'instant qui donne beaucoup de bruit. L'émotion comme générateur de bruit. Le contexte, qui était dans la phase 3, n'est pas le seul coupable. Nos émotions spontanées sont peut-être le générateur de bruit le plus puissant. Donc l'idée que je voulais vous donner là tout de suite, c'est que les intuitions et les émotions à chaud vont démultiplier l'impact du bruit. En situation de crise, nous sommes inondés d'émotions, la peur, la colère, le sentiment d'injustice, et notre cerveau, finalement, notre cerveau de survie, va prendre le dessus. Dans ces moments-là, nous avons l'illusion que notre jugement est plus affûté que jamais. Nous pensons « Enfin, je vois la vérité !» Pas du tout, pas sous l'émotion. On ne voit jamais la vérité sous l'émotion, notamment sous la peur et la colère. L'émotion du moment transforme notre jugement rationnel en une simple réaction. Quand vous êtes dans l'émotion, ce n'est pas une proaction, ce n'est même pas une action, c'est une réaction. Pensez, vous avez reçu un SMS, ce SMS de colère que vous avez envoyé, celui que vous avez regretté 10 secondes après avoir employé sur envoyer. Mais pourquoi je ne peux pas les récupérer? À l'instant T, quand vous l'avez envoyé, votre conjoint vous a envoyé un texto, vous répondez, j'envoie. Au moment où vous l'envoyez, vous êtes sûr que c'est la bonne réponse. Vous semblez que c'est juste, que c'est logique, qu'il ne faut pas vous laisser faire. Eh bien, votre émotion, elle a généré un bruit fort et il a noyé toute la vraie pensée de long terme. En crise, nous prenons des décisions permanentes sur la base d'émotions temporaires. Je répète, en crise, nous prenons des décisions permanentes sur la base d'émotions temporaires. C'est ce que fait votre conjoint et c'est ce que fait votre conjoint et vous aussi. S'accorder du temps, un temps mort, avant de réagir ou de décider, n'est pas un signe de faiblesse. C'est la seule stratégie possible pour laisser le bruit émotionnel retomber. Recule. C'est ce qui évite de laisser une émotion de 30 secondes, c'est monté en flèche la colère, dicter une dispute qui pourra entraîner ensuite des semaines à être récupérée. Une dispute, un mot malheureux, un interdit, ça peut entraîner effectivement des mois de regret. Donc si vous avez comme ça des mots qui vous ont échappé, des textos qui sont partis trop vite, donc des bruits émotionnels, vous pouvez les mettre en commentaire et je ne manquerai pas de les développer. Une intuition, c'est souvent un sentiment de fond, calme, une reconnaissance de schéma passé. Une réaction à chaud, c'est une urgence, c'est un pic, c'est une alarme. Et le meilleur test, c'est le temps. Le bruit émotionnel s'évapore vite, l'intuition profonde demeure. Donc, dès que vous avez une émotion profonde, une émotion réaction comme ça, paf, qui va arriver, on se calme et on fait rien. Vous posez votre téléphone, vous le jetez au fond de la piscine et vous vous calmez. Donc, vous ne jetez pas au fond de la piscine. Vous pouvez aller faire un saut au fond de la piscine si vous êtes en été, évidemment. Cinquième point, l'avis des autres, comment s'en servir de façon positive et négative. Quand on est perdu dans une crise, malheureusement, le mauvais réflexe, c'est de se tourner vers les amis, la famille. C'est jamais bon. C'est que consulter des avis extérieurs non pertinents, émotionnel, hein, si vous parlez de vos amis, de votre mari qui vous fait du mal et que ses amis n'aiment pas trop votre mari, vous dites oh laisse-le, c'est un imbécile, de toute façon je le savais que ça finirait comme ça. Et s'il est très pote avec votre mari, il dit oh c'est pas grave, ça, il doit pas faire exprès, c'est un bon gars. Donc vous voyez qu'il va le dire par rapport à ce qu'il pense lui, pas par rapport à la situation. Donc l'idée c'est on peut consulter des avis extérieurs à condition qu'ils soient indépendants, donc pas des amis, pas de la famille, un psy ou un pirate ou le capitaine, mais pas des amis. Vous pouvez, si vous avez besoin de vider votre sac, écrire sur un papier avec un stylo et vous brûler ensuite. Donc tout ça c'est un point qui est subtil hein, mais qui est vital. L'effet de bande ou la polarisation de groupe perturbe les réactions. Vous parlez d'un problème de couple à un couple d'amis, à quatre amis qui sont là,
Et il y en a un qui commence à dire oui, tu ne devrais pas te laisser faire, poser un ultimatum, etc. Ben, ça risque de faire un effet de poudre. Oui, tu as raison, elle a raison, machin, etc. Donc, quand il y a des personnes qui sont ensemble, ça fait un effet de bande vers quelque chose d'un peu extrême, toujours. Hein. C'est pas dans l'équilibre, oui, mais prends ton temps, tu devrais voir. Non, c'est oui, tu as fait ça, ce devrait pas normal. Quoi, il t'a fait ça? Vous voyez, le groupe aime bien ces disputes, ces extrêmes. Donc, si vous avez un problème et que vous appelez votre meilleur ami, que vous leur racontez votre version, vous n'avez pas raconté les deux versions. Bon alors, moi je donne ma version, et après je donne la version de mon conjoint, qui dirait l'inverse. Non, vous ne faites pas ça, vous donnez votre version. Oui, mon conjoint, il fait pas les courses. Là. Donc, vous allez vous raconter votre version, qui est chargée de bruit émotionnel, forcément, parce que vous dites ce qui vous pour le héros, et que l'autre le méchant, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, votre amie, elle va valider votre colère, parce que votre amie, elle n'est pas formée là-dessus, elle n'est pas comme le capitaine, donc elle va valider, en disant oui, tu as 1000 fois raison, il est impardonnable, fous-le dehors, et le bruit vient d'être amplifié, et vous avez créé un écho, pas un avis. Alors, il y a deux façons comment dirais-je, difficiles, entre guillemets, de gérer la situation. Soit votre ami va dire oui, fous-le dehors, etc. Donc va dire ce que vous pouvez pas faire et vous allez vous fâcher votre ami. Tu vois, je te l'avais dit, tu n'écoutes pas les conseils. Ou alors elle va vous dire un truc qui vous enfonce encore plus. Elle dit ah mais c'est mort, machin. Voilà. Donc la plupart du temps, quand vous demandez conseil à un ami ou une amie, que vous donnez votre version, eh bien vous allez avoir un conseil qui va pas être le bon. Donc, quand vous parlez de votre bruit, de votre mal-être, eh bien, vous allez l'amplifier après la discussion. Donc, la bonne façon, si vous avez besoin de solliciter des avis professionnels, d'abord parce qu'ils ont plus de connaissances, évidemment, mais aussi parce qu'il n'y a pas l'émotion. Alors, quand j'ai quelqu'un en coaching, voilà, je n'ai pas d'émotion par rapport à vous, je vais être un technicien de la connaissance et je vais pouvoir vraiment vous aider. Donc, au lieu d'appeler 3 amis et de leur raconter la même histoire biaisée, vous pourriez peut-être faire par exemple un coaching et écouter le capitaine, par exemple, qui va vous poser une question du type si je le fais pas tout le temps en coaching, mais ça peut arriver quand c'est trop violent pour vous. Si j'avais votre conjoint en face de moi, à votre place, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Et là, on a une histoire totalement différente. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez demander aussi, vous, les pirates qui écoutez ces vidéos, quand vous intervenez dans les lives, quand vous intervenez sur Facebook, par exemple, pensez à demander aux pirates, quand ils sont bien énervés contre leur mari, il a fait ça, il a dit ça, apparemment, machin, si ton mari écrivait ici, qu'est-ce qu'il dirait? Ou si ton mari lisait ce que tu es en train de décrire, qu'est-ce qu'il penserait? Qu'est-ce qu'il te répondrait? C'est game changer, hein, je vous garantis. Donc, n'utilisez pas vos amis pour valider votre colère, n'utilisez pas vos amis pour valider votre peur, utilisez des avis extérieurs pertinents et indépendants pour challenger votre propre jugement bruyant. 6e point qui crée du bruit, l'hygiène de décision. C'est une arme anti-chaos. Face à tout ce chaos, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous sommes tous condamnés à être les marionnettes de nos émotions et du contexte. La 6e clé, si on ne fait pas attention, nous permet non pas de rester dans les marionnettes, mais de s'en sortir. Donc la 6e clé, elle est optimiste. C'est structurer ses décisions pour réduire radicalement le bruit. J'appelle ça l'hygiène de la décision. C'est comme se laver les mains finalement. Vous ne savez pas quel microbe spécifique vous avez sur les mains, quel microbe vous évitez, mais vous savez que le processus général va vous protéger. En entreprise, par exemple, pour réduire le bruit dans le recrutement, on ne demande plus aux recruteurs « Que pensez-vous de ce candidat ?» Vous savez, il y a une... alors c'est surtout français, je pense, mais ça m'a toujours énervé, parce qu'à un moment donné, je formais des chefs d'entreprise, c'était mon truc, voilà, du CAC 40, et je leur disais arrêtez de faire de la vérification, des contrôles de référence. C'est-à-dire que le DRH appelle notre DRH et dit « Je vois que ce client, cette personne a travaillé chez vous, elle veut travailler chez moi, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas ça un contrôle. Parce que si la personne s'entendait bien, on va dire, ou qu'elle est sympa, elle dit « Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. » Ou si c'était une bonne personne, mais elle a fait une crasse à la DRH, elle dit « Ah, n'embauchez pas, etc. »
Donc, il ne faut pas le faire. Donc là, ce que je conseille au PDG, on dit, on peut faire un contrôle de référence, pourquoi pas, dire, voilà, j'ai une candidate qui s'appelle Moin, qui dit avoir travaillé chez vous entre janvier 2017 et février 2018. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Est-ce qu'elle occupait bien le poste de responsable manager des ventes? Voilà, ok, ben super. Après, on peut pas demander un avis à une personne, en plus qui s'est séparée d'une personne. Ça se fait pas. Et pourtant, en France, on le fait. Voilà. Ben, c'est la particularité française du contrôle de référence. Bon, ça ne veut rien à voir avec le sujet, mais vous voyez, quand on demande une opinion à quelqu'un qui a une émotion, positive ou négative sur une personne, on n'aura que quelque chose de partiel. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des avis extérieurs et indépendants, plutôt que des impressions générales émotionnelles. Donc il faut qu'on parle, c'est la pire invitation possible. C'est un terrain vague qui est propice à tous les bruits. Donc vous allez devoir, dans l'hygiène de décision que j'appelle ça, de fixer un cadre. Oui, si tu veux, on peut se parler. On se parlera dans un petit resto, comme ça il y a du monde autour. À la maison, c'est un endroit de paix. Et on sera tranquillement, on va se poser et on va en parler. Oui, mais moi, j'aime pas le resto avec toi. Ah, bien, quand tu seras prêt, moi je suis prêt. Oui, c'est pas très compliqué. Par exemple, si on doit parler des finances, eh bien, on peut le faire un jour en semaine, si c'est possible, évidemment. On se fait une brasserie à midi, on en parle. Ou si on peut, voilà, on se fait le samedi à midi, on se fera McDo, enfin, voilà, on essaye de le faire ailleurs. Je vous conseille, pour ce petit repas au restaurant, vous avez toute une formation complète là-dessus, mais je vous donne un petit tips parce que j'aime bien. Si vous faites ce repas au resto, faites-le dans un, comment dirais-je, dans un restaurant type buffet. Alors, pas que j'aime particulièrement, j'aime bien, mais voilà. Mais ça permet de se lever plus facilement. Imaginez que ça commence à se tendre un peu à votre conjoint, ou que vous n'ayez plus rien à dire, dites, allez, je vais me resservir un plat, tiens, je te ramène un truc, et vous savez que il faut essayer de socialiser. Quand on veut passer en phase 4 dans un restaurant de buffet, c'est super facile. Quand on est assis à une table, qui est une table à 2 mètres à côté, on peut parler avec les 2 tables à côté s'ils veulent bien, mais c'est un peu limité. Si on est dans un restaurant de buffet, bien on va pouvoir parler avec le gars qui fait je sais pas quoi, la grillade, le wok, avec des personnes, ah vous avez goûté ça, c'est bon, etc. Donc on peut plus facilement socialiser parce que il y a plus de brassage social. Voilà. Donc c'est game changer ce que je vous dis, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pas mal. Structurer cet objectif, ça décompose un gros problème émotionnel d'argent en éléments gérables. Un autre exemple d'hygiène de la décision, c'est le mot de sécurité. On peut convenir, quand vous serez plutôt en phase 4, un mot de sécurité, quand on se sent en colère ou en fatigue, eh bien, on peut donner ce mot indisant. Alors, peut-être je suis en colère ou en fatigue, on peut dire, alors n'ayez pas un mot dénigrant d'ailleurs plus tard, hein, un truc comme ça, restaurant par exemple. Voilà, ça peut être un mot, c'est pas très romantique, mais c'est efficace, ça peut éviter qu'on aille dans le chaos. Donc, voyez que le contexte, mais le bruit et le moment peut créer un bruit qui est pas terrible. Donc, en pleine crise, notre cerveau a besoin de sens. Et pour faire du sens, votre cerveau et celui de votre conjoint créent des histoires. Et vous ne créez pas la même histoire narrative, vous et votre conjoint, bien sûr. Dans une relation, quand une relation vacille, nous cherchons le grand pourquoi. Et nous tombons amoureux de la première explication cohérente qui se présente. C'est depuis cette promotion que tout va mal. C'est parce que ses parents ont divorcé quand il était jeune. C'est parce que il a perdu son emploi. C'est parce que nous n'avons pas fait ce voyage que la distance s'est installée. C'est à cause de sa mère. Ces histoires sont réconfortantes, certes, mais elles désignent un coupable et pas une solution. Et c'est là que le moment bascule. Le problème, c'est que la plupart du temps, les circonstances qu'on invente sont fausses. La réalité est souvent beaucoup plus chaotique que ce qu'on le dit là. La crise n'est jamais due à une seule cause, elle est le résultat de plein de petites décisions bruyantes, des malentendus, des moments de fatigue, des discussions cachées par le contexte. La plupart des crises de couple ne sont pas un tremblement de terre, c'est une érosion lente qui est causée par un bruit quotidien. Et le couple va revenir ensemble, vous allez revenir ensemble, non pas par quelque chose d'exceptionnel, mais par l'élimination de ce qui a causé le bruit quotidien et remplacé par des petits pas positifs. En vous accrochant à une histoire simple, vous interdisez de voir la complexité du problème. C'est pour ça que vous avez 350 formations, vous avez de quoi trouver
la complexité de votre problème. Si vous pensez que tout est à cause de votre travail, que tout est à cause de votre conjoint, que tout est à cause de pansement, que tout est à cause du petit dernier qui n'a pas fait ses nuits, eh bien, on passe à côté de son propre bruit et de sa propre responsabilité dans la dynamique. Accepter qu'il n'y a peut-être pas une seule explication simple, c'est vrai que c'est terrifiant, mais c'est aussi libérateur. Cela signifie qu'il n'y a pas qu'un seul méchant et qu'il n'y a pas qu'une seule solution miracle. La solution, elle est systémique quand on est en couple, quand on est un système de couple. C'est petit pas par petit pas, vous allez réduire le bruit à tous les niveaux que je vous ai donnés. L'idée, c'est de travailler activement à réduire le bruit et dans chacune décision, quand il y a moins de bruit, il y a des meilleures décisions. C'est un concept très pratique que je vous donne là, c'est une pratique quotidienne, c'est une compétence. Un couple qui dure n'est pas un couple qui n'a pas de désaccord, c'est un couple qui devient expert au fur et à mesure, hein. Si au moins des deux se faire, c'est-à-dire vous, au fur et à mesure des formations, vous devenez expert pour éviter le bruit, pour identifier le bruit et pour faire en sorte qu'il ne détruise pas la conversation. Quelqu'un peut dire je suis incroyablement stressé, c'est par mon travail. Non, ça c'est bruyant comme jugement. Ce que je vais dire sur toi, c'est non, ça c'est bruyant aussi. En revanche, on peut faire un audit du bruit. Hein. Parler du bruit, c'est le nommer. Tu sais, quand on se parle le soir à la maison, après la journée de travail, souvent ça se passe mal. J'ai remarqué que le dimanche soir, à 22h, quand tu arrives dans la chambre et qu'il me dit il faut qu'on parle, généralement ça se passe pas bien. Donc cette compétence, c'est un super pouvoir, et ce super pouvoir que vous allez de limiter le bruit, hein, avec ce que je vous ai dit dans la première vidéo et dans celle-ci, eh bien, va vous permettre d'être mieux. Hein, c'est la preuve qu'il ne m'aime plus, ben, vous l'aurez plus finalement. Donc votre objectif pour sortir de la crise, c'est pas toujours d'être d'accord avec votre conjoint, ce sera impossible, c'est de vous assurer que lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous débattez du vrai problème et non du bruit qui l'entoure. Donc vous avez dans cette vidéo et la précédente 8 leçons profondes qui va vous rappeler que le bruit c'est un ennemi invisible et majeur, qu'il est destructeur plus que les biais, que le contexte démultiplie les bruits, que les émotions à chaud sont du bruit pur qui détourne de nos décisions, que les avis extérieurs ne sont utiles que s'ils sont indépendants, voire professionnels, que la structure et l'hygiène de la décision sont vos armes les plus puissantes, qu'il faut se méfier des histoires trop simples qui désignent un seul coupable, et enfin, il faut reconnaître et nommer que le bruit est une compétence qui se travaille. Une crise de couple, c'est pas un échec de l'amour, c'est une opportunité, c'est un échec de jugement, un échec positif causé par le bruit. Voilà mes pirates adorés. On a fait le tour sur le bruit. C'est une vidéo, vous aviez beaucoup aimé la première partie. J'espère que vous avez aimé aussi la deuxième. Mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires pour encourager tous les pirates qui sont présents à continuer leur travail. Si vous mettez des pouces en l'air, si vous mettez des commentaires, ben, il y a des personnes qui vont peut-être découvrir cette vidéo, les pirates, et qui vont sauver leur couple et qui vont permettre à leurs enfants, grâce à vous, grâce à votre pouce en l'air, grâce à votre commentaire, qui vont permettre à leurs enfants de ne pas vivre sans leurs parents une semaine sur deux. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans les 350 formations, les 6 types de coaching que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Et vous avez même une formation gratuite qui s'appelle le Best of, que je vous offre pour que vous voyez un petit peu ce que c'est avant de vous lancer et de bosser fort et de retrouver votre couple et que vos enfants continuent à grandir avec vous. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez. C'était le dernier enregistrement de ce live et j'étais content de le faire. Hier demain est toujours là. On garde la grinta d'hier demain. Résilient David dit « Nous devons avancer, travailler encore, nous soutenir, nous élever, persévérer, aller... » Et alors, nous serons récompensés. Moi, je trouve que cette cohorte de pirates, là, cette génération de pirates, vous savez que depuis 1999, j'appelle ça des générations, les personnes restent... 6 mois, 1 an, 1 an et demi parfois, ils font des groupes à peu près homogènes et après ils retrouvent souvent, la plupart du temps, ils retrouvent leur conjoint, puis ils s'en vont et puis il y en a de nouveaux qui arrivent. Je trouve que cette cohorte-là, elle est super impliquée, super positive et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs beaucoup de résultats. Victor nous dit, pour nous, c'était très vite, quelques jours et fuite ghosting. Il faut aider les couples à reconnaître la piraterie le plus tôt possible. Merci Victor, vous avez raison.
Dans mon cas, nous dit Victor, sur la bombe, je me suis rendu compte avec le recul, celui qui annonce n'est pas rationnel et quand on reçoit le déclaratif interdit et les deux propulsent, oui, vous avez raison. Bon, mais écoutez, vous êtes des pirates au top, merci de l'avoir animé, merci Loup Blanc, je vois que vous êtes encore là et vous êtes une belle personne, j'espère que vous allez vous en sortir et je suis sûr que vous allez vous en sortir parce qu'on va vous aider à avoir ce fameux déclic. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ben merci de votre présence. On se retrouve pas demain. Demain, vous aurez une vidéo à 7h du matin pour la nouvelle formation qui sort demain. Hein, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et puis on se retrouve pour les lives jeudi et vendredi à la même heure à 12h30. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Hop.